Salut les crinqués! Lorsqu'on est couché, les lumières fermées, on peut être terrifié de ne pas savoir ce qui se trouve sous notre lit. Particulièrement si on s'appelle Paperman, mais Red me fait signe que lui est de même aussi. Mais il y a pire. Ne pas savoir ce qu'il y a sous l'eau. Podcast 52. Marc de Paperman Gagnon, Martin le Visionneur Boisvert, Éric Red the Gamer Bourgoin et Sylvain the Animator Bureau. Nous sommes les Crinqués. « 52e podcast et aujourd'hui, les monstres marins. Paperman, salut. Salut. Le visionnaire... il est pas là. Il est pas là. Salut. Mais, salut le visionnaire, parce Salut. que probablement qu'il va écouter notre podcast, puis Yes. peut-être qu'il est en train de l'écouter. Ben oui. On sait pas. Donc, en vacances cette semaine, mais il sera de retour sûrement pour le prochain podcast. Oui. Et Red the Gamer Bourgoin, hello. Salut, The Animator, ça va bien? Ça va très bien, puis j'ai hâte de voir tout ce qu'on va sortir aujourd'hui concernant les monstres marins. Sens-tu une petite pression, quoi? Ben, pas nécessairement, mais je veux quand même expliquer quelque chose aux gens. On n'a pas la prétention de tout connaître, Ben non. loin de là. Ben non. On a la prétention de tout vouloir faire connaître, puis des fois, pour faire ça, faut s'arranger pour essayer de tout connaître nous autres aussi. Puis ça m'a permis, encore une fois, cette préparation de podcast-là, d'apprendre quand même pas mal d'affaires, et j'ai l'impression que vous allez m'en apprendre, vous autres aussi. Évidemment, le podcast, on le suit par podcastdécrinqués.website, la page Facebook du podcast Décrinqués. Il y a plein de sites qui distribuent également nos différents épisodes. Paperman, tu vas avoir ta chronique sur un site européen bientôt. Bientôt, je nomme pas encore le site parce OK. que c'est pas encore officiel, mais ça va être annoncé. Oui, Pareil, ça effectivement. s'en vient. Hein. Ça s'en vient. Alors, normalement, je devrais faire une chronique par mois écrite Bon. sur je sais pas encore quoi. OK. Sur des comics, mais Moi, je te fais confiance. quel angle moi que je vais aussi. prendre, je sais pas encore. Est-ce que ça va être sur des nouveaux comics ou sur des anciens, peut-être revisiter les grands classiques, les grands arcs narratifs. Ça serait peut-être un peu plus Je dans vais mon me permettre de créneau. te donner un conseil là-dessus, là. Reste donc Pepperman. C'est pour ça que le monde t'aime. Non, ouais. Mais c'est plus difficile pour moi de parler de comics présentement, parce que j'en lis beaucoup moins que d'albums. OK. Ouais, Alors, je comprends. Mais sortir de sa zone de confort, c'est la ça, meilleure chose. ça nous fait évoluer. Exactement. Ouais. Alors, je sais pas encore qu'est-ce que je vais écrire comme première chronique, mais le western dans les comics me tente beaucoup. OK. Ouais, C'est vrai. Mais il y en a-tu encore des comics western? Oui, il y en a encore. OK. Il y en a Ça doit, encore quelques-uns. Il y a- Parce que moi... En album, il y en a beaucoup. OK, En oui. franco-belge, il y en a beaucoup, mais en comic aussi, il y en a encore. OK. Parce que moi, dans ma tête, là, je me rappelle juste du Rawhide Kid. Là. Ouais. Ça fait un bout, là. Il y en a eu John X. Johnny Oui, X. Jonah X. Jonah X. Oui. Puis il y en a eu des vieux. Oui. là, des La vieux- Tour Sombre, c'est pas considéré comme des Oui, comics, c'est ça. considéré comme des comics. Puis Ah c'est oui? considéré. Ok. Ben, je veux dire, il y a les comics de la Tour Sombre, puis c'est considéré Ok. comme du western. Ok. C'est sûr que c'est du western fantastique, là. Oui. Ben, fantastique mélangé avec un paquet de trucs. Donc, c'est très difficile à cerner l'œuvre de King, là. Oui. Je pense que lui-même n'est pas capable de cerner son œuvre. Là. C'est un mélange de tout. Là. Oui. C'est un peu comme Universal World, là, qui est un mélange de pratiquement tous les styles de science-fiction. Je pense que C'est vrai. le Stephen King, avec ça, il a tout mélangé. Alors oui, ça parle de Far West parce que le pistolet rose, c'est un type- cowboy. C'est un cowboy qui se bat avec des fusils et qui a un chapeau, contrairement au film. Là. Oui. Il a un chapeau. Puis il a l'air d'un cowboy. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, les monstres marins, avant de vous expliquer comment j'ai eu de la difficulté pour ce qui est du petit écran, allons-y pour le papier, c'est-à-dire les livres, les BD. Je pense que des monstres marins, t'es capable d'en trouver. Il y en a énormément de monstres marins dans la littérature, surtout aussi dans la mythologie. Hein. On n'y a qu'à penser au serpent monde de Ragnarok dans la mythologie nordique et tout ça. Ça pleut, il y en a beaucoup. Le Léviathan, le Kraken, c'est tous des monstres qui ont une origine mythologique. Moi, ce que je vais essayer de parler aujourd'hui, c'est un peu plus des monstres qui sont plus collés sur la réalité. OK. Parce que c'est le fun, ça me tentait d'avoir ce petit côté-là, et je ne suis pas spécialiste de la Un crypto, peu moins dans le fantastique. un peu moins dans le fantastique, puis je suis pas un spécialiste de la cryptozoologie.
OK. qui est la pseudo-science là, qui étudie les monstres marins. OK. Fait que non, je ne connais pas tout. Ouais, mais, Paléozoologie, puis des affaires de même. Là. Ouais, mais non. mais t'as pas arrêté de nous dire que tu connaissais bien le monstre du lac Ponégamouk. Ouais, ça oui, je vais en parler d'ailleurs, OK. ça va faire partie OK. de mon expérience. Ben oui, effectivement, j'ai des connaissances très, Je vous en accrues parlerai pas, sauf ça. Ouais, c'est ça. sur Ponic, un peu trop même, je te dirais. OK, bon. Peut-être un peu trop craqué, Ponic. C'est un projet à long terme de retraite, de le trouver, OK, OK. de le capturer et puis d'en faire une fierté dans ses jeux. Oui, mais attention de ne pas finir comme un certain capitaine Ahab. Ouais, ben oui. Parce que quand on parle de monstres marins, on peut pas passer à côté de Moby Dick. Moby Dick qui a été écrit en 1851. Un chef-d'œuvre. Par Herman Melville. C'est probablement c'est un des romans américains les plus importants. Et puis, c'est de la réalité fiction parce que l'auteur a été marin lui-même et il s'est basé sur plusieurs aventures qu'il a vécues et qui a entendu. Je vais moi le dire, là. Fini par le Puis moi, dire. parce qu'il est allé beaucoup dans les petits pubs et tout ça, fait qu'il a appris beaucoup de choses, il a pris tout ça, puis ça a fait effectivement ce fameux combat entre la baleine blanche et le capitaine qui était un peu comme son némésis. Et puis longtemps, on a douté de la véracité du fameux cachalot blanc, jusqu'au temps où on en trouve un, là, à peu près de la même description que ce que l'auteur a fait. Là. Alors oui, il était considéré comme un monstre marin parce que Moby Dick coulait les bateaux, mangeait les marins et il en voulait personnellement au capitaine. Et le capitaine, il en voulait personnellement aussi, là, en tant que tel. Là. Fait que ça a été un roman majeur parce que ça mélange beaucoup... Ça mélangeait beaucoup de réalité de ce que les marins vivaient. Ouais. Puis ça, c'était excessivement important. Puis, on se le cachera pas non plus, il y avait beaucoup de symbolisme à l'intérieur de ce roman-là. Il y avait beaucoup aussi d'aventures, hein, parce que quand on allait sur la mer, c'était des baleiniers. Alors, on avait toute cette vision-là des gens qui vivaient de ça, parce qu'à cette époque-là, la chasse aux baleines est extrêmement importante. La baleine, on la prenait pour tout. On faisait de l'huile pour les lampes, pour se chauffer. On utilisait la chair, on utilisait tout. La baleine, c'était considéré comme un dieu. Et le Moby Dick, c'était comme un peu le dieu des dieux de l'océan. Oui. Alors, oui, elle est monstrueuse. Elle est énorme, elle est monstrueuse, puis elle fait peur. C'est ça, mais pour ce qui est du fait que un haït l'autre et vice-versa, là, c'est du point de vue littéraire, on retrouve ça dans plein d'autres romans, que ce soit pas... ça n'a rien à voir avec le fait que c'est une baleine. Là. Non. Les Misérables, c'est un peu ça aussi. Oui, et puis ça s'est reflété aussi dans certains films. On a tendance à penser que le monstre, un peu comme Jaws, on a tendance à penser que le monstre va vraiment aller vers quelqu'un en particulier, comme une genre d'amiosité naturelle qui va se faire entre les deux. Ou t'as quelqu'un qui va décider, moi je vais en faire mon affaire, puis tout ça. Puis, t'as comme un némésis à tout ça. Moi, j'ai envie de croire, moi, que quand on arrive avec des monstres comme ça, que ce soit en littérature ou dans n'importe quel média, le monstre, il n'y aura pas d'importance si tu lui donnes pas l'autre côté. Tu sais, comme on dirait, le Joker, il est rien sans Batman, puis Batman n'est rien sans Joker. Tu sais, c'est... Mais c'est souvent aussi... en tout cas, là, j'exagère peut-être, là, mais ces monstres-là, tant qu'on les dérange pas, on sait pas qu'ils existent. Non. Les monstres marins, c'est... malgré je dis ça, si on s'en va dans les affaires japonaises, peut-être que là, les monstres sortent de la mer puis viennent tout détruire, là. Mais de façon nord-américaine, mettons, là, le monstre marin... on le découvre avant qu'il fasse du grabuge. Tout à fait. Souvent, on le dérange même. Oui. On va aller tellement en profondeur qu'on va le déranger dans son habitat et c'est là que le monstre, le dit monstre va venir un peu se venger. Quand on sait qu'on n'a absolument pratiquement aucune donnée sur les grands fonds marins, on n'a pas beaucoup exploré les fonds marins. Hein. Je veux dire, les fonds marins puis l'espace, là, c'est à peu près la même chose. Là. On peut pas y aller dans les fonds marins parce que la pression est trop forte, il fait trop froid, il fait trop noir. Il y a plein de places qu'on n'est jamais allé, qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Et puis, quand on sait pas, on a peur. On a peur et ça donne aussi de la substance puis des idées à beaucoup d'écrivains, beaucoup de cinéastes, beaucoup de BDistes pour développer un paquet de trucs. Et un des monstres marins les plus connus du fantastique, c'est bien entendu Cthulhu.
Okay. Cthulhu, on peut pas passer à côté de Cthulhu de Lovecraft. Tout à fait. Qui est un monstre, un grand ancien venu de l'espace qui est sur la Terre, qui serait sur une cité ensevelie sous la Terre. Et puis, moi, vous m'en apprenez tout le temps sur Cthulhu. Là. Moi, je suis une nullité. Il attend là en tant que j'étais pas sûr que c'était un monstre marin. Oui, c'est clairement un monstre marin. Ouais, c'est un monstre marin. Là, je veux dire, lui. Il vit sur la ville de Rayleigh. Rayleigh. En tant que tel, si tu prends notre société d'aujourd'hui, prends le point Nemo. Le point Nemo, c'est le point dans l'océan qui est le plus éloigné de toute Terre. Okay. Et les coordonnées de Rayleigh est pratiquement à quelques centaines de kilomètres du point Nemo. Okay. Et puis en 98, je crois, il y a eu le blob, un signal qui est apparu proche des coordonnées directes que Lovecraft avait indiqué pour Rayleigh. Okay. C'est un son qui a été capté par pratiquement toutes les sonores de ce coin-là. Et on sait pas encore c'était quoi, ce son-là. Alors, c'était vraiment comme un immense blob, comme plou dans le fond de l'eau. Okay. Et ça a répercuté un peu partout. Et puis, depuis ce temps-là, on ne sait pas, personne ne le sait, qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est pratiquement aux mêmes coordonnées que Rayleigh. Moi, je dis ça comme ça. Oui. Pour nous empêcher de dormir. Alors, non, tu vas très bien dormir. Ah, OK. Bref, Toulouse t'empêchera pas de dormir. Bref, être milliardaire, moi, personnellement, je m'achèterais un yacht pour aller me promener par là-bas, mais en tout cas, ça, c'est moi. Mais je suis pas sûr que ma conjointe accepterait. OK. Mais dis le gars qui veut pas jouer au Ouija. C'est dire ce que je pensais. J'ai manqué de dire, mais là, j'ai dit non, je dis pas ça. Cthulhu, on le voit pas. On le voit dans l'appel de Cthulhu, dans la nouvelle, l'appel à la fin, il sort de Rayleigh et tout ça, mais dans tout l'univers, dans toute la mythologie de Lovecraft, il reste un grand rêveur. C'est quelqu'un qui est capable d'influencer les rêves des gens. Et c'est comme ça qu'il va chercher vraiment ses supporters. Pour ça, je te disais tantôt, tu vas très bien dormir. Ah, OK. Il va vraiment souffler aux gens qui sont concernés par son culte, vraiment des rêves pour faire en sorte de le faire réveiller. Dans le fond, lui, il veut avoir le plus de cultistes possible pour le réveiller. Et bien entendu, s'il se réveille, il va prendre le contrôle de la Terre. Là. Je veux dire, lui, son but, c'est d'anéantir tout le monde. Là. Bref, c'est le but pas mal de tous les dirigeants. Mais en tout cas, ouais. Mais on passera. Plus particulièrement des grosses bébêtes sous-marines. Exactement. Et oui, c'est une grosse bébête sous-marine en tant que telle. Il y a des tentacules, il y a des ailes, il vole, il est laid. Il peut te bouffer. En tout cas, il n'est pas jojo. Mais pour l'instant, il dort. Fait qu'on va le laisser dormir. Bon. D'ailleurs, Lovecraft a fait un autre monstre marin qui était Dagon. Dagon qui était une de ses premières nouvelles en tant que tel. Alors lui aussi, c'est un monstre qui reste dans l'océan, qui est moins imposant que Cthulhu, qui est moins connu aussi. Mais ce qu'on appelle les Deep One, les profonds, sont des gens qui ont été influencés par Dagon puis qui se changent tranquillement pas vite là, en genre de semi-homme, semi-poisson. Là, un peu, même, et il y a des cultes à l'intérieur de ce monde-là. Là. Et là, c'est toute la fiction. Là, parce ça, c'est Innsmouth. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de culte pour vrai. Là. C'est pas comme le satanisme, là, où il y a des gens qui se regroupent vraiment. Il n'y a pas de gens là, qui se regroupent là, pour... Oui, mais maintenant qu'on sait qu'il y a eu des signaux qui viennent de là et qu'on sait que Cthulhu existe peut-être pour vrai... Clairement. C'est en 98, là, mais je pourrais continuer avec ça, mais ça, c'est pas un monstre marin. Mais clairement, il y a des gens qui y croient quand même. Au même titre qu'il y a des gens qui y croient au Jedi, là, puis qui ont qui voient une religion au Jedi, là, à la force. Là, OK. Fait que, tu sais, je veux dire, comme on dit, Pepperman a raison, il n'y a pas... Il y a pas de kit légitime. Il doit en avoir, mais je veux dire, il n'y a rien de wow, j'embarque dans cette église-là, ça fait ça. OK. Il y en avait dans Providence, puis dans Néonomicon de Alan Moore, là, un culte de Deep One, où il y a un Deep One qui arrive, puis en tout cas, passons. C'est un peu trop hard pour notre clientèle. Je vous le conseille de lire Néonomicon, mais ne le laissez pas à la portée de vos enfants. OK. Parce que ça peut porter vraiment un grave... traumatisme, je vous dirais. OK. Non, c'est vraiment... Il va très, 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 très loin. Okay. Au Québec, on a plusieurs monstres marins au Québec. On les nomme ici. Là, on a Pognic, que je vais en parler un peu plus en profondeur tantôt. Il y a le monstre du lac Menfrey-Magog. Oui. Ben, c'est pas... Menfrey, oui. Menfrey qui est là également. Mais je pense que le plus connu de tous les monstres marins
sur la Terre, qui serait réel, c'est le Loch Ness. Ben oui. Je pense que le Loch Ness, c'est comme un peu la base du monstre marin. Oui. Il y a beaucoup de trucs qui ont été écrits sur le Loch Ness, surtout des documentaires, des gens qui l'ont vu, des historiques, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de films également, des documentaires de films qui ont été faits sur le Loch Ness. Existe-t-il? Existe-t-il pas? On ne le sait pas. On a une photo qui a été faite de lui. C'est flou. On a une photo du Bigfoot aussi. Ouais. OK, bref. On le sait pas trop. On a des photos de Coupe Stanley à Montréal. Ouais, ça c'est... C'est le même style d'illusion, tu vas dire. Nous, on a la chance d'être environ à 60 km d'un lac qui s'appelle le lac Poningamook, qui a à l'intérieur possiblement un monstre qui s'appelle Ponic. Alors, les gens l'ont baptisé Ponic dans les années 70 pour la fin du centenaire de Saint-Éludaire. Et puis, Ponic, c'est spécial parce que il y a vraiment eu un engouement au niveau de ce monstre-là au Québec. Le gouvernement a même proposé de l'argent aux gens qui étaient capables de le photographier ou de le capturer. Alors, il y a vraiment eu dans les années 70. Dans les années 70. L'Allopolis avec les premières pages sur Ponic. Effectivement, l'Allopolis et tout ça. Il y a plusieurs personnes qui l'ont vu en tant que tel Ponic. Il y a plusieurs hypothèses. Les premières apparitions datent des années 50. Particulièrement quand ils ont commencé à faire le dynamitage pour la route 289. Là, ça l'aurait dérangé. Ils l'ont dérangé. Ils l'ont dérangé dans son environnement et c'est là que ça a commencé à vraiment être un peu plus visuel. On l'aurait vu, il y a des gens qui l'ont vu. On a toujours pensé, il a toujours été décrit comme un genre de canot brun à la surface et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup d'éléments incroyables dans cette légende-là. Quand on fouille un peu, puis on peut fouiller maintenant avec les archives, et on trouve des trucs assez weird. Comme une jeune femme belge, à l'origine, aurait filmé Ponic. Il y aurait une trace cinématographique de Ponic aux Archives nationales du Québec. Et j'ai tenté d'avoir ce dit film qui existe, et il n'est pas consultable avant, je pense, je me souviens plus c'était quoi, avant 50 ans, je crois. OK. Alors, on m'a interdit l'accès. Je sais pas si c'est vrai. OK, mais c'est comme les documents sur les extraterrestres aux États-Unis. Exactement. Et j'ai retrouvé la trace de cette femme-là parce qu'elle existe encore. Elle était venue passer ses vacances. J'ai communiqué avec elle, mais elle m'a pas répondu. Bon. Mais bref, je continue mes recherches vraiment pour essayer de trouver des éléments. Ponic aurait à sa base une caverne à quelque part où ce qui reste caché. Et il y a beaucoup de gens à l'intérieur de Poningamook. Et là, c'est des personnes que je connais personnellement. Des personnes qui sont dignes de confiance, à qui je voue un immense respect, qui m'assurent l'avoir déjà vu. Et c'est pas des personnes qui étaient sous ou sous l'influence d'une drogue quelconque, là, c'est des gens que moi je crois sincèrement. Et oui, effectivement, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui ont vu quelque chose à l'intérieur du lac. Par contre, la légende officielle nous dit que ça serait un esturgeon. Il y aurait un curé à l'époque qui aurait fait un élevage d'esturgeons et à la fin, il aurait laissé les poissons libres dans le lac. Et des esturgeons, ça peut devenir très, très, très gros. Là. Oui, mais ça ne devient pas avec une tête de dinosaure. Ça n'a jamais été prouvé, la tête de dinosaure. Okay. On a toujours dit que c'était un canot qui ressemblait à un canot et tout ça. Mais il faut savoir aussi que la situation géographique de Poningamook est spéciale parce que c'est une genre de vallée. Et pendant l'ère glaciaire, il n'y avait rien à l'intérieur de ça. C'était de la forêt. Alors, dans le fond du lac, il y a des places où les sonars sont même pas capables de voir la profondeur tellement c'est profond. Alors, on a vraiment des genres de réseaux de cavernes, possiblement. Et il y a même des Japonais qui sont venus en sous-marin dans le lac pour essayer de le trouver. Et ils ont effectivement trouvé une très longue masse sur le sonar qui a passé proche d'eux. Alors, c'est pas des farces, là. Ça a été vraiment une grosse situation. Et ça fait partie de la légende touristique à l'intérieur de ça. Et effectivement, la caverne, la dite caverne, elle existe réellement parce qu'on a les coordonnées pour la trouver. Alors, j'ai les coordonnées pour trouver l'entrée de cette caverne-là. Et sais-tu que ça te coûterait beaucoup moins cher que de trouver Cthulhu. Oui, effectivement. Alors, pour moi, c'est un projet à long terme parce que ma conjointe vient de Poningamook. Puis parce que, oui, j'aime les trucs un peu plus fantastiques comme ça. Que ça vient me chercher. Mais, oui, mais pas caler les esprits. Non, pas caler les esprits. Et je reviens à la littérature parce qu'il y a un très beau album jeunesse
qui a été faite récemment, ça fait peut-être quelques mois, sur Ponic, pour expliquer toute la légende aux enfants. Okay. Alors, très bien illustré, très bien écrit. Je vais essayer de retrouver le lien, parce que là, il vient de me revenir dans ma tête. Là. Très beau petit livre. Et Ponic fait partie également de la plupart des recueils de monstres, comme Créatures fantastiques du Québec par Brian Perrault. Monstres et légendes du Canada, les recueils à l'intérieur de ça, comme Menfrey Magog, là, comme le lac Menfrey Magog, le monstre du lac Menfrey Magog. Alors, c'est une très belle légende, et c'est à côté de nous. Alors, si vous allez à Polygamwook, et puis que si vous allez sur le lac le soir, ben, peut-être que vous allez voir quelque chose. Mais des fois, le lac est tellement comme calme, il est comme miroir, puis ça arrive quelquefois qu'on voit vraiment comme une ombre passer. Peut-être que c'est notre imagination, mais c'est spécial. C'est spécial. Oui. Alors, j'arrêterai mon commentaire sur Ponic là, mais un jour, je le trouverai. OK. Un jour. En BD, je peux pas passer à côté de Cartago. OK. Pourquoi? Parce que vous savez que bientôt, il va sortir un film, là. Comment il s'appelle, là? Méga. Ah, de Meg. De Meg sur des mégalodons. Des mégalodons. En 2007, Christophe Beck a fait une histoire qui s'appelle Cartago, qui est une compagnie qui va creuser trop dans l'océan et qui va trouver une grotte préhistorique où ce qu'il y a un mégalodon à l'intérieur de ça. Ouais, mais c'est pas basé là-dessus. Non. OK. Parce que moi, je savais que c'était basé sur un livre, mais vraiment en surface. Non, absolument pas. Okay. Christophe Beck l'a clairement dit que lui, son histoire, c'était avant ça. Là. Okay. Mais c'est une belle série et là, on parle vraiment d'un monstre marin préhistorique qui a déjà existé. Hein? Je veux dire, on a la preuve qu'il a déjà existé. Là. On se le cachera pas. Là. Mais bon, c'est comme un genre de requin blanc, mais beaucoup plus grand, plus féroce, puis beaucoup plus dur à tuer. Ouais. J'imagine, là, j'ai pas fait Non, la mais chasse c'est parce que c'était la grosseur du dinosaure, là. Non, c'est... Pour lui, on est du plancton. Hein? Oh oui. Tout à fait, c'est ça. Puis c'est pas le plancton de Bob l'éponge. Non, pas du tout. Pas du tout. Je finis avec 2 autres BD. Petite BD en 2 parties, c'est Asgard. C'est sur le Ragnarok avec le fameux serpent monde. Pourquoi j'en parle? Parce qu'à l'intérieur de ça, on voit réellement le serpent monde à l'intérieur de ça, puis le combat entre le personnage principal, c'est Viking. C'est vraiment de la mythologie. Les monstres marins, en général, les monstres sont excessivement importants dans la mythologie. Il y a même certaines personnes qui considèrent les sirènes comme des monstres marins. Okay. Non, ça ne le cachera pas. Hein. Une sirène, oui, c'est joli, oui, c'est attirant. J'en parlerai tantôt. Par contre, je vais te laisser en parler. Puis, je termine avec une petite collection qui s'appelle 1800. La collection de 1800, c'est une collection qui revisite un peu les grands classiques. Sherlock Holmes, Lovecraft, Edgar Allan Poe, mais dans leur côté vraiment très fantastique. Et les grands anciens qu'on voit ici, c'est un mélange entre Lovecraft et Moby Dick. Okay. Alors, on va vraiment mélanger l'histoire de Moby Dick, mais on va rajouter le petit côté mythologique de Lovecraft à l'intérieur de ça, fait que ça fait vraiment un conte très horrifique. C'est très très spécial comme BD. On joue beaucoup sur l'onirique à l'intérieur de ça également parce que le personnage est comme entre 2 mondes. On sait pas s'il rêve ou s'il rêve pas. C'est un peu spécial mais c'est super bon. Puis c'est un beau mélange. J'ai trouvé ça excessivement intéressant de prendre un classique comme Moby Dick puis de l'adapter vraiment là, de le mettre là. De le mélanger avec Lovecraft. Et Christophe Beck fait beaucoup ça dans ses BD. Cartago moins, là, mais dans ses BD, il aime beaucoup ça mélanger. Le côté Lovecraft, quand on dit que Lovecraft a eu une influence là, sur pratiquement toute la littérature. Là. Et puis, c'est ça. Puis, je terminerai en disant que j'ai hâte de trouver Ponic. Oui, j'ai hâte que tu le trouves, moi aussi. On va pouvoir avoir l'exclusivité. Moi, j'ai hâte de te voir photographier sur ton bateau pour dire je m'en vais. J'ai pas de bateau, hein, c'est ça le problème. Okay, moi, je me fie plus sur la caverne, mais je me dis que si je vais dans la caverne tout seul, admettons, puis je tombe dedans, je t'en... Ah, mais t'as peu le Canadien Tire, des fois, il y en a en spécial des bateaux gonflables. Ouais, j'ai un kayak, mais... Ouais, mais peut-être qu'il est gentil, Ponic. Moi, je pense que oui, mais la madame qui l'a filmé, en tout cas, il semblait-il qu'il voulait l'attaquer. Là. Ah, bon. C'est pour ça que c'est intéressant. On aurait comme une attaque de Ponic filmé. Là. Moi, ça, je veux dire... Non, mais peut-être que finalement, Ponic est comme l'abominable homme des neiges dans Monstres Incorporés. Ouais, peut-être. Okay, on pense qu'il est méchant, mais il l'est pas. Mais il l'est pas. Mais c'est une belle légende. Je pense que c'est le fun qu'on puisse un peu faire du pouce là-dessus au niveau touristique. Ben oui. Puis ça enlève rien à personne.
Puis moi, je trouve ça le fun. Puis je pense que cette légende-là se perpétue de génération en génération. Puis je trouve ça bien. Puis ça doit être la même chose pour Minfrey Magog, parce que là, on est proches. J'imagine que les gens de Minfrey Magog, c'est la même chose que nous. Ben oui. Puis les gens du Loch Ness, la même chose également. Alors... Et là, j'ai pas parlé, comme je le disais, du Kraken, du Léviathan, dans l'Odyssée. Je vais en parler. Il y en a plein. Il y en a plein de monstres marins, mais je voulais vous parler de eux en particulier. Puis je suis un conseil à vous dire, lisez Moby Dick. C'est probablement un des plus grands romans américains de l'histoire, un des plus importants aussi. Puis là, on a vraiment la conception même de ce qu'un monstre marin est. C'est sûr qu'il n'y a pas de tentacules puis qu'il ne crache pas du feu, là. Mais il fait du grabuge pareil. Et oui, et tout le côté japonais aussi, comme tu disais. Je pense que c'est comme un peu de base là, de Godzilla puis compagnie. Alors c'est ça. Je te laisse la parole, mon cher The Animator. Au petit écran, OK, à la télé, là, des monstres marins, j'ai eu un peu de difficulté à en trouver. Sauf que j'ai élargi ça en émissions marines. Okay. Donc, je me disais, s'il y a des émissions qui se passent... Genre Cousteau, des affaires comme ça? Non, genre Star Trek en dessous de l'eau, là. Ah, OK. Donc, je me disais, s'il y a des émissions comme ça, ben, à quelque part, ils se battent peut-être contre des bébêtes en dessous de l'eau. OK? Ben, le plus loin que je peux reculer, et dans mes souvenirs et dans mes recherches, c'est l'émission Voyage au fond des mers. Mais là, on est vraiment dans les années 60, là, à peu près à l'époque de Star Trek. Donc, c'était vraiment comme Star Trek sous l'eau. Au même moment, il y avait les super marionnations, là, l'escadrille sous-marine. Stingray, ça se passait sous l'eau. Il y avait une sirène, il y avait sûrement des bébêtes avec ça. Et il y avait un animé japonais que je me rappelais plus, jusqu'à temps que je le revoie, qui date de 1966, Marine Boy. Marine Boy, là, c'est normal que vous connaissez pas ça, mais c'est normal que moi je connaisse ça. Ben, il y avait Namor aussi. Oui, c'est vrai. Namor de Submariner, les premiers dessins animés de Marvel, il était toujours en train de se battre contre une grosse pieuvre ou quelque chose comme ça. Mais plus récemment, mettons qu'on change de décennie, années 77-78, l'homme venu de l'Atlantide, Man from Atlantis, c'était avec Patrick Duffy qu'on a revu par la suite dans Dallas. Okay? Un espèce d'Aquaman, mais est-ce qu'il y avait des monstres marins là-dedans? Je suis pas convaincu. Je pense pas que les trucages étaient assez évolués pour ce temps-là. Non, c'était pas tant des affaires de monstres marins. Je me souviens très bien de cette série-là, puis c'était pas tant ça. C'était bien plus que lui, il sortait, puis il aidait du monde là, sur... c'est ça. Arrive le début des années 90, Sequest. Tu l'as dit, je pense, Red, tantôt, avec un certain Roy Scheider, dont on reparlera assez vite, merci. Ça date de 93 à 96. C'était bon, ça. Oui. Les effets spéciaux étaient très beaux. Ça, c'était une espèce de Star Trek sous l'eau. Ça, je m'en souviens pas, moi. Oui, je sais qu'il y a un jeu sur Sequest, des affaires comme ça. Il y a des séries, des affaires comme ça, mais je m'étais jamais assis là puis écouté ça. Mais je me souviens très bien d'une autre affaire où c'est qu'il y a des monstres pis tout ça. J'ai hâte de voir si tu vas en parler. Et d'après moi, à la télévision. D'après moi, c'est toi qui vas me le dire parce que ma liste est courte. À part ça, dessins animés que je ne connaissais pas sur le réseau Adult Swim, C-Lab 2021. Ça se passait sous l'eau. C'est quoi le nom du poste? Adult Swim? Adult Swim. Moi. Mais... Bon. OK. C'est douteux. Ça date de quand, cette série-là? 2000-2005. OK, c'est pas ça de c'est quand même 5 ans. Là, il y a un dessin animé que je me rappelle que j'ai pas retrouvé le nom. Moi, je vais te le dire, c'est quoi le nom. Je suis sûr que c'est la même affaire. OK. Les aventures de Marc Simon. Exactement. Capitaine Marc Simon. OK, c'est ça, exactement. Parce qu'en plus, c'était exactement le même dessin que Robin Fusé. Sauf que Robin Fusé avait les cheveux noirs, puis Marc Simon avait les cheveux jaunes, blond jaune, C'est ça. Lui, il devait affronter quelques monstres. Oui, je me souviens. Il y avait son... Un petit garçon, une petite fille avec lui. Ouais, mais je veux dire, son véhicule, on va le dire de même, parce que ça ressemblait pas vraiment à un sous-marin. Non. Mais ça ressemblait quasiment à une soucoupe, là. Mais en tout cas, mais en tout cas c'est son véhicule, il était hot aussi, là. Je trouvais que ça ressemblait un petit peu au Capitaine Nemo, mais en... Je sais pas, là, c'était un style. Là. Moi, j'aimais beaucoup ça. Là. Le seul vrai monstre marin que je me rappelle d'avoir vu au petit écran, plus live action, c'est King Shark dans Flash. OK? Dans la série Flash, on a
amené King Shark. C'est vrai, ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, on n'est plus en 1978, là. Réussir à mettre King Shark dans une série télé, bon, OK, ça faisait un peu cheap, là. Pareil. C'était ça pareil. D'avoir King Shark et dans un autre ordre d'idée, c'est pas un monstre marin, là, mais Grodd. Ouais, le singe, là, avoir ça dans une série télé, on n'aurait jamais pensé à des trucages comme ça il y a 20 ans. Là. Ben, tu sais, rendu là, est-ce qu'on peut dire que Killer Croc c'en est un, monstre marin? Je pense pas. Comme King Shark, ouais. c'est le même principe. Là. Ouais, mais Killer Croc, on l'a pas eu à la télé. Non, on l'a eu à la télévision. Au cinéma? Au cinéma, oui. Ouais. Puis à la télévision aussi. Il y a eu un Killer Croc dans les dessins animés. Dans l'animé, ouais. Ben, on le voit, Killer Croc, dans Gotham. Ah ouais? Oui. Ah, il y a peut-être eu une version, ouais. Ah ouais, mais okay. on le voit, mais rapidement. Mais pour l'ensemble de l'œuvre, je dois mentionner le réseau Sci-Fi. OK? Pas le choix. Merci, Sci-Fi. Pas le choix ben. Sci-Fi, c'est Sharknado. Ouais. Okay? Bon, mais c'est pas juste ça. Hey, attends un petit peu, on est-tu en train de jaser Sharknado sans se faire arrêter? On peut jaser de Sharknado sans problème. Mais Sharknado, c'est des téléfilms. Là. Sci-Fi, c'est un réseau de télé. Mais Sci-Fi n'a pas seulement fait Sharknado. Sci-Fi a aussi fait Frankenfish, Piranhaconda, Dinocroc versus Super Gator. Je m'étais dit que tu parlerais pas de ça. Je m'étais dit que ça va être correct. Avalanche Shark et Mega Python versus Gatoroid. Oh, ça a l'air hot. OK? Il y a pire que ça. Ah, probablement, mais... non, mais... Sharktopus versus... c'est vrai, Sharktopus, j'ai vu ça. Ah oui, Sharktopus versus, c'est quoi donc... C'est donc ben hot, ça. Non, c'est du série B, là, sur les stéroïdes, là. Pterocuda. Ah, ouais, c'était un barracuda avec un ptérodactyle. Là. Non, c'est Sci-Fi, là. Si vous avez jamais vu Sharknado, mettons, là, c'est du série B assumé. Ah ouais, okay? oui. C'est même pas... c'est fait exprès pour être cheap avec des vedettes un peu has-been. Ouais. Qui s'en cachent pas, puis ça les dérange pas. Non, il y a, je ne sais pas, c'est un de ces films-là, mais la chanteuse... Honnêtement, ils ont dû avoir du fun à faire ça. La chanteuse Tiffany et la chanteuse Debbie Gibson sont dans un film de même, puis ils se battent. Je me demande si c'est pas dans le Jello, là. OK? Fait que finalement, là, un gars comme moi qui a toujours rêvé de voir Tiffany et Debbie Gibson se battre dans le Jello peut grâce à ces films-là. Mais... Alléluia. C'est ça, mais... C'est pas sérieux. Non, pas du tout. Pas tout. Puis pas du tout, hey. C'est ça qui fait la popularité de ces films-là. Une pieuvre à tête de requin, là. Ben oui, c'est ça que je disais. C'est pour ça que c'est populaire. Sharktopus. Parce qu'ils s'en cachent pas. Ils ont un public pour ce genre de film-là. Je pense qu'il y a Sand Shark aussi. Oh oui. C'est des requins, mais ils sont pas dans l'eau, ils sont dans le sable. Ah, ça, c'est cool. OK. Ça. Fait que toi, t'es sur une plage, tu penses que t'es correct parce que t'es pas dans l'eau, là. Mais ils peuvent-tu aller dans l'eau puis dans le sable ou rien que probablement. Ils doivent être amphibies. Pose pas de questions, écoute le film, ça mais c'est vraiment hot, là. Je veux dire, t'es sur la plage, là, puis tu te fais bouffer par un... C'est ça, il y a... Juste de sable, là. C'est un mélange entre Tremors et Jaws. Juste après, pour être bien certain de ton coup, tu tapes... Ah non, on peut pas dire ça. Ben oui, tu tapes Zombiever. Parce que... Parlons donc de films, justement. Là. Vu que le visionneur est pas là, moi, c'est sûr qu'il y en a deux qu'il faut que je mentionne. Vas-y. En tant que monstre marin. Un sur lequel je vais penser plus vite que l'autre, là. Le premier étant évidemment Les Dents de la Mer. Ouais, oui. Les Dents de la Mer, moi, je peux pas penser à côté de ça. Les Dents de la Mer, je pense que je savais tout sur ce film-là avant de l'avoir vu. Parce que... C'est le classique. Ben oui, mais je devais avoir 10 ou 11 ans. Donc, moi, aller voir Les Dents de la Mer, c'était, oublie ça, là, t'as pas le droit d'aller voir Les Dents de la Mer, mais tout le monde en parle. J'étais au cinéparc, moi. Ah oui, il y avait les publicités à la télé, avec tout le monde qui court, puis tu comprends pas, puis tu penses que t'as vu du sang un peu, puis ben... Mais, à la bibliothèque, il y avait ce qui s'appelait en anglais le Jaws Log. Ça a été un des livres les plus populaires à l'époque, c'était le journal de tournage, avec des photos, du film, des effets spéciaux, du fameux requin qui marchait jamais. Donc, j'ai eu l'occasion de voir ça. Mais quand j'ai vu le film, j'ai été très impressionné aussi. Parce que pour rien, on a eu beaucoup de misère avec ça. Non? Oh oui, mais le documentaire sur ce film-là est excellent et c'est devenu
aussi populaire que le film parce qu'au départ, le documentaire était juste disponible sur le Laserdisc. Puis des gens qui avaient des Laserdisc vidéo, il n'y en avait pas tant. Oui, on apprend là-dedans que le film qu'on a vu, c'est surtout dû aux problèmes techniques, mais ça a créé une façon de faire peur, c'est-à-dire de savoir que c'est là, mais de pas le voir. Ouais. Fait que tu savais que le requin était là, t'entendais la musique, tu voyais toujours au niveau de la surface. Non, c'est un grand film. Évidemment, on a eu l'occasion de parler de musique de film dans un de nos podcasts. Ouais. Hein. John Williams est un gros acteur de ce film-là, mais c'est un vrai film de monstre marin. Là. Ça a bien beau être vrai, un requin blanc. Ça n'a rien de mythique, ça n'a rien de mythologique, mais ça fait peur en tabarouette. Mais lui, était gros. Oui, ça, pour le film, on avait grossi par rapport à un vrai requin blanc. Là. Mais tu sais qu'avant Jaws, même si t'avais un requin dans un film, ben oui, t'as un requin dans un film. Mais après Jaws, là, fallait que tu grossisses ton requin, fallait que tu fasses un méchant monstre avec, fallait que tu fasses de quoi de big avec. Ouais, je sais pas à quel point Jaws, le film a eu une influence sur le monde là, des requins. Là. Je veux dire, il y a des gens qui travaillent avec les requins, il y a des gens qui des océanographes qui travaillent avec ces gens-là. Ça a eu des avantages et des inconvénients. Parce qu'il doit y avoir eu un genre d'hystérie contre les requins, c'est absolument. clair, là, parce que c'est... Absolument. Puis peut-être... Le requin était le pitbull du temps. Oui, et voilà. Mais peut-être qu'il n'était pas si dangereux que ça non plus. Là. Ben, en tout cas, les probabilités qu'il aille te croquer un mollet alors que tu es sur une plage étaient... Par exprès, là, ce que Jaws fait. Là. C'est ça. Jaws, oui, ça peut arriver. Là, on expliquait là, que les requins, ça peut nager en 3 pieds d'eau. Là. Mais un requin blanc... Dans cette grosseur-là? Ouais. Ou un mégalodon. Ouais, ça, c'était ça le mégalodon hein, dans Jurassic Park là, pour le nouveau. Là. Probablement. Il me semble qu'il sort là, de l'eau et qu'il mange le T-Rex. Pas le T-Rex. Le dernier? Non, l'avant-dernier. C'est ça, c'est un agneau, pas le dernier qui vient de sortir là, mais non, il n'y a pas de mégalodon encore. Mais il y a un gros monstre marin là, qui bouffe le nouveau monstre. Ouais, mais je pense pas que c'est un mégalodon. Mais c'est pas un mégalodon. Il est gros en tabac. Oui, mais j'ai quand même hâte de voir le film de Meg, là, le mégalodon. Là. Oui, moi aussi. J'ai hâte d'aller voir ça parce que ça va être probablement un peu série B. Ouais, puis ça a pas l'air ils n'ont pas l'air non plus à s'en cacher. Je veux dire, la bande-annonce, la musique... Non, ça n'a pas l'air sérieux. Je pense que mais le requin a l'air sérieux. Ouais, mais là, c'est vraiment un gros c'est ça. requin. Là. Et ce qui m'a beaucoup marqué, moi, en frais de bébite marine, là, c'est Trouver Nemo. Ouais. Okay? Et j'explique les 3 moments. J'ai pas vu Trouver Doris, mais les 3 moments dans Trouver Nemo, là, le requin. Ouais. Okay? Le requin... Qui veut pas manger, mais qui... Premièrement, le sourire quand on le voit pour la première fois. Parce que j'ai vu ça au cinéma, moi, avec un petit bonhomme assis sur 2-3 petits bancs par-dessus, là, pour réussir à voir par-dessus le siège en avant. Déjà ça. Bon, quand il sniffe un peu de sang puis qu'il part après les poissons, c'est assez intense, même pour un adulte. Après ça, le poisson avec une ampoule. Là. Oui, dans le fond. Là. Ça, c'est ça. Là, on voit juste l'ampoule, puis après ça, on le voit au complet, puis il y a à peu près 80 000 dents. Là. C'est tout un monstre marin. Et la baleine. La baleine est pas épeurante, là. Non, mais elle arrive de loin. Elle s'en vient, et ça fait la largeur de l'écran. J'ai trouvé qu'on a très, très bien dosé ça, parce que ça demeure quand même un film pour enfants, là. On a réussi à faire ça juste assez épeurant pour pas avoir peur, là. Mais j'ai trouvé que comme bébête marine à l'écran, c'était assez intense. Mais toi, Paperman, des films... Mon Dieu, il y en a beaucoup. Je pense à Léviathan. Où ce que en 89. Mon Dieu, t'as même la date, là. Où ce que c'est une station sous-marine. Il y a beaucoup de films qui se passent dans une station sous-marine en tant que tel. Hein. Des games aussi. Hein. Ah, des games aussi. Puis ils trouvent c'est un bâtiment russe, puis ils se font contaminer par une genre de... Mais ça, c'est pas James Cameron, lui. Non, ça c'est je sais pas Deep Star 6. Ouais, mais je sais pas qui l'a réalisé, Léviathan. Ah, je me souviens pas.
Mais non, c'est pas James Cameron, mais ça, c'est Abyss. Ouais, James Cameron, c'est Abyss. Ouais, Abyss, c'était un beau film encore dans une station, mais c'était pas réellement... au début, on les considère comme des monstres, mais on se rend compte que c'est réellement un intraterrestre, dans le fond, qui vit à l'intérieur de l'océan, puis qui sont pas pellicules du tout, là, mais qui sont nettement plus avancés que nous autres, là, au niveau technologique. Là. Puis c'est ça, dans Deep Blue Sea, il y a un petit côté de Thing à l'intérieur de ce film-là, hein, parce qu'il y a des mutations génétiques. C'est vraiment intense, puis ils sont confinés. Hein. Dans le même principe, tu avais aussi le film Deep Star 6 qui est sorti la même année. En 89. Appelle-moi donc, c'est quoi ça? Deep Star 6, c'est le même principe dans une. Mais sauf que là, il y a vraiment, je me trompe pas, un monstre. Puis qui les attaque. Je me souviens pas. Je me trompe pas. Moi, c'est-tu l'affiche là, avec un scaphandre qui manque là? OK. Là, ça m'a un scaphandre coupé en deux, là, ça c'est Deep Star 6. OK. Puis parce que les affiches de ces genres de films-là, ça ressemblait pas mal toutes aussi. C'est ça. Puis l'affiche, pas l'affiche, mais l'histoire, c'est presque la même affaire. C'est dans une station sous-marine qui s'appelle Deep Star 6, puis ainsi de suite. Puis il y a un paquet d'affaires. Mais il y a vraiment un monstre, là. Puis le monstre, il sort. Un peu comme le Léviathan tout ça, mais le monstre s'il sort, il vient les attaquer à la surface. Là, avez-vous remarqué comment tous ces films-là sont tous basés sur le même principe d'un des premiers films d'horreur de science-fiction qui est Alien? Même affaire. Oh oui, ben oui. C'est qu'au lieu d'être dans l'espace, confinement, personne ne peut venir t'aider, t'as un monstre là. Tu peux pas t'en sortir. Dehors, c'est considéré comme hostile. C'est le même principe, sauf que ça se passe dans l'eau. Exactement. C'est la même affaire. Deep Blue Sea, que j'ai beaucoup aimé, avec la scène extraordinaire où Samuel Jackson se fait manger par le requin. Oui. Il fait son speech. Il fait son speech en disant comment moi j'ai survécu à l'avalanche, puis moi j'ai fait ça, puis c'est ici, puis tu vois le requin qui sort, puis rush! C'est ça, puis je pense intense. La tête du requin tape pas sur le plancher avant de rentrer dans l'eau. C'était intense, là, parce qu'il se fait vraiment couper là, en plein milieu, là, puis tu le vois pas venir. Non. Puis tu te dis, tape. Non, c'est une des... Mais c'est la première... Moi, je pense que c'est la première fois où c'est que... Je me souviens, je l'ai vu avec Fox, ce film-là. Puis on était assis tous les deux, puis on s'est regardé, puis on a dit... Ils viennent-tu vraiment de tuer Samuel Jackson? Effectivement. Pour vrai, là? Ils viennent de bouffer Samuel Jackson. Tu me niaises, il va revenir tantôt. Samuel motherfucker Jackson is gone. Il s'est fait manger, mais c'était intéressant ce film-là, parce que c'est un traitement dans l'Alzheimer avec des requins. C'est un des premiers films post-Jaws où on était capable de faire un requin qui ressemblait pas pire à un requin puis qui avait l'air méchant. T'avais aussi un dilemme moral à l'intérieur de temps. Est-ce que tu le fais, est-ce que tu le fais pas? T'as pas les autorisations, mais si c'est pour sauver des gens, tu sais, je veux dire, il y avait une substance à l'intérieur de ce film-là. Bon, c'était un peu cheap, là. Mais il y avait quand même une substance qui m'a beaucoup intéressé à l'intérieur de ça. Puis c'était avec Thomas James, le premier Punisher. Puis j'avais bien aimé ça. En 54, Creature of the Black Lagoon, qui est vraiment un des premiers films de monstres marins où on voyait clairement que le monstre, c'était un habit avec un zipper, là. On se le cachera pas, là. Un homme grenouille. Mais c'était quand même le fun, là. Je veux dire... les deux classiques qui ont sorti pratiquement en même temps, pour moi, c'est des classiques, mais c'est des films de série Z, là, à fond, là. Anaconda. Ben oui. Avec Chris Wong, puis Jennifer Lopez, Eric Stoll, avec le grand serpent qui va, l'Anaconda. Oui, puis le John Voight. John Voight, c'est pas Chris Voight, c'est John Voight, qui est le père d'Angelina Jolie. Angelina Jolie. Se faire cracher par l'Anaconda. Hey, c'était intense, ce film-là. Tu sais, quand on parle de série B, qui s'assume, là, ça n'était tout un, là. Puis il y a les requins, mais il y a aussi les crocodiles. Oui. Lac Placide. Lac Placide. Les crocodiles aussi ont ce petit côté là, mythique là. Hein? C'est pratiquement des animaux préhistoriques. Probablement, c'est des animaux qui ont survécu les préhistoires. C'est probablement les animaux terrestres et marines les plus vieilles présentement sur la planète. Écoute, c'est extraordinaire, ça ressemble à un dinosaure. On le regarde, là, puis c'est clairement ça. Là. Imagine-toi, tu te souviens très bien la scène qu'ils sont en train d'explorer, puis il y a la tête sortie du bateau, puis ils sont en train de checker pour voir puis ils voient rien, c'est quoi qui se passe, puis jusqu'à temps que le crocodile il sorte, puis il snappe la tête. C'est très intense, mais encore là, c'est un film de série Z. Puis il y en a eu beaucoup de films de crocodiles là, qui ont été faits. Ce crocodile, ce mal-aimé, là. C'est un peu comme pauvre ça aussi. Pauvre petit Pete. Puis il y a toute la légende des crocodiles dans les égouts de
New York. Tu sais, c'est toutes des affaires qui font en sorte que ça... ce style-là que ça fait monter un peu le mythe du crocodile mangeur d'hommes, là. Puis quand on sait que majoritairement, ils vont se sauver de nous autres. Là, c'est ça. Comme je disais au début, quand on sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous de notre lit, mais des fois, on sait pas qu'est-ce qu'il y a dans notre bol de toilette. Yes. Puis je terminerai, pour ça, je vais laisser la parole à Red. Les deux piranhas. Tu me donnes une chienne un peu. Oui, là. piranha, ben oui. Le piranha des années fin des années 70, puis le nouveau début des années 2000, le piranha 3D. Je pense que le vieux film, il foutait plus la chienne que le nouveau. Parce que justement... Non, c'est parce que j'ai l'impression que le vieux film, c'était plus comme Jaws. Tu sais, il nous laissait sous-entendre que... Oui, mais c'est qui a fait le premier? C'est pas James Cameron? Ben, je me demande si c'est pas ça. Je pense que c'est James Cameron. Moi, checké. Mais le nouveau, de toute façon, c'est un film typiquement ado, là. Ben oui. Pour montrer des jolies dames et des jolis messieurs. En 3D. En 3D, en bikini, très, 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 très pas de linge. Oui. Ça fait manger les mollets par des petits piranhas. Mais il y a eu une suite à cette suite-là. Malheureusement, oui. Là, c'était pas en 3D, c'était genre en 36 bébés. Je me souviens pas, c'était épouvantable à quel point c'était horrible. Ben ouais. Mais c'était piranha pareil. Je veux dire, encore là, on les trouve comment en creusant, on va les déranger, puis là, ouf, il arrive. Il y avait pas Christopher Lloyd dans ce film-là? Dans la suite. Ouais, ben pas le dernier, je sais pas. Ça se peut. C'est pas lui qui joue le doc un peu fou, là, qui se rend compte que c'est des êtres préhistoriques qui sont comme immortels en plus. Ils peuvent comme pas. Je sais pas trop, ils reviennent donc en vie. C'est vraiment weird. Là, le vieux film de 1978. Toi, tu cherchais. C'est Joe Dante. C'est ça, Joe Dante. Okay. Joe Dante qui a fait Joe contre le volcan aussi, je crois. Ouais. Et le loup-garou de Londres, c'est pas lui? Ouais, dans ce chat, non. Là, tu me bats là-dessus. Ouais. Tu me bats là-dessus. Non, je me mêle un peu. Ouais. Puis je terminerai avec Splash. Non, c'est pas vrai. Ah, mais ça, tu vois, ça, dans ma recherche, je voulais mettre H2O, moi. Une émission de télé avec des sirènes. Là. C'est John Landis. John Landis, oui, OK, pour le loup-garou de Londres et Thriller. Ouais. Quand on a parlé des zombies l'autre fois. Là. Je parle pas de Splash. Non, c'est un bon film, par exemple. C'est un très, très bon film. Mais c'était pas... elle me faisait pas peur. Non, mais c'était pas un monstre dans ce film-là. Non. Je vais t'en parler un film de monstre, moi, avec des sirènes. Ben, tu sais, il y en a, là, des monstres, là, dans la littérature jeunesse, là. Je veux dire, quand tu lis La Petite Sirène, là... le conte original. Même le conte de Disney, là. Ouais. Comment elle s'appelle, là, Ursula, là. Ouais. Hey, on va-tu s'entendre que cette pieuvre-là, là, moi... Elle est pas droite, puis avec ses chummies à côté, là, qui ont l'air louches, là. Puis quand après, le pouvoir de Triton, là... OK. Hey, ça y va au toast, là. Non, c'est ça. Les J, ça devient une genre de Sauron des mers, là. Ben, on a parlé de plancton tantôt. Plancton, ça n'est un monstre marin dans Bob l'éponge. Dans Bob l'éponge, qui essaie toujours d'avoir la recette. C'est la version poisson du coyote. Yes. Le travail d'équipe avec Bob. Ouais. C'est ça. Red, toi, tes films avant de parler de jeu. Je sais pas, mais j'ai tellement pas suivi Bob l'éponge. Mon Dieu. Tu manques quelque chose. À tous les fois. Je te dis, la journée où t'es stressé, là, trouve le film de Bob l'éponge. Ah, c'est incroyable. C'est un déstressant naturel. Non, ça, je te le dis, ça ne s'explique pas. Je sais pas comment, pourquoi. C'est comme Zombieverse, ça? Non, je pense pas. OK. Non, ça a un petit côté mythique. Mais je te dis, là, la brosse au Sunday, puis après ça, le pinch avec une algue, là, puis qu'on chante On est des hommes, là. Ah oui, on est des hommes. Non, je te dis, ça... OK. Ça, c'est à deux niveaux, pour les enfants puis pour les adultes. Oui, tout à fait. Ah ouais, je te le dis. Tout à fait. OK. Moi, dans les films, j'avais sorti un peu... il y a Meg, là, que j'ai vraiment hâte de voir. Tu sais, on en parlait tantôt. J'en parlerai pas plus parce qu'on en a parlé déjà un peu. Tu en as parlé tantôt, Léviathan, Deep Space Six, comme je disais, pas Space, mais Deep Star Six. Deep Space Six. Ça ressemblait à du Star Trek. C'est ça. Moi, il y avait deux affaires, pas deux, mais quelques affaires j'avais sorti après ça. J'avais sorti aussi Shape of the Water. OK. Oui, le récent. Le récent, moi j'ai adoré ce film-là. C'est lent comme film, super bon. J'ai trouvé que c'était très Toulousesque.
le style, comment est-ce que c'est amené, la créature, tout ça. Un peu le même principe de même créature que ce qu'on appelle un Deep One, comme tu disais tantôt, un profond. C'est le même principe, un peu comme style de créature. Ou le même principe de créature aussi que... son nom m'échappe là, mais dans Hellboy là, comment il s'appelle, donc il y a pas Oscar, mais Hans amphibien, comment il s'appelait? Hans. Il y a un nom, en tout cas, il y a un prénom là, mais bon, vous savez de qui je parle. J'ai dans ma tête c'est Oscar qui s'appelle, mais c'est pas ça. Mais bon, de toute façon, vous savez de qui je parle là. C'est le même principe de créature là-dedans. Sinon, il y a un film méconnu que j'ai écouté, puis là on parle de sirène, et puis là c'est pas tendre, sérieusement, puis ça finit avec une finale très Cthulhuesque, comme je disais. Même je suis pas sûr si on se rapproche assez, elle les rapproche pas justement du point Nemo là, qu'on parlait tantôt avec Abe. C'est ça. Puis c'est ça, dans le film, la créature, elle travaille un peu le capitaine puis toute l'équipe puis tout ça. Puis c'est une femme, super belle femme qui ont pris puis qui ont enfermé dans une... On va dire un cachot, pas un cachot, mais une genre de cuve d'eau. Mais c'est une sirène. Mais on se rend compte à un moment donné que c'est un monstre, carrément. Okay. C'est une sirène, mais une sirène là-dedans, c'est un monstre. Le film s'appelle Mermaid Chronicle Part 1. Puis ça s'appelait, en gros, c'est marqué She Creature dessus. Il paraît qu'il y a eu d'autres parties au film, mais j'ai jamais vu les autres parties. Puis je trouve que ça serait très intéressant. J'avais écouté le premier, puis j'avais trouvé ça, je trouvais que c'est la fin. En tout cas, je tripais Cthulhu déjà dans ce temps-là. Puis j'avais écouté un paquet de petits films de Cthulhu, puis tout là, fait qu'à un moment donné, dont le film Call of Cthulhu, le film en noir et blanc. Moi j'adore ce film-là. C'est un film que j'écoute une fois de temps en temps encore. De toute façon, tous les films de Cthulhu, je les écoute une fois de temps en temps quand j'ai une chance, ou des fois je sais pas trop quoi écouter, puis ça me tente d'écouter de quoi de relax, puis pour moi c'est relax hein. Mais de quoi qui va faire ok, je connais ça, je suis dans mes bottines avec ça là. C'est des films que j'aime bien gros, mais comme je dis, Call of Cthulhu, c'est des films très très, ça va venir chercher dans le mental, on va dire. Faut que tu sois ouvert un peu à ce style là. Mais c'est le style de Lovecraft. Qui a influencé beaucoup. C'est ça. Fait que tu sais, si t'aimes le style Lovecraft, tu vas aimer ces films-là. Mais tu sais, faut que tu te mettes dans la tête que c'est vieux. Fait que tu sais, le film Call of Cthulhu, c'est intentionnel que c'est fait en noir et blanc. Puis tu sais, c'est vraiment bon. Sinon, mon meilleur, en tout cas, pour les monstres marins, c'est Dagon. Qui est sorti en 2001. On va te le laisser. Pour vrai, moi j'ai adoré ce film-là. C'est mon meilleur film de monstres marins, tout ça, mais il est bon, sauf les acteurs. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, je me dis à quelque part, j'écoute pas ça pour les acteurs, ce film-là. J'écoute ça pour ce que c'est. Tu sais, je veux dire, c'est même pas une histoire de suspension of disbelief, de faire de même, c'est même plus ça. C'est là, j'écoute un film qui va raconter quelque chose qui a rapport avec Cthulhu. C'est carrément une nouvelle de Lovecraft qui a été ramenée en film. Puis honnêtement, je trouve qu'elle ressemble étrangement à Innsmouth. Ouais. S'il y avait eu un peu plus de budget, imagine-toi là. Mais une coupe de zéro de plus sur le chèque là. Tout à fait. Parce qu'il y avait quelque chose là. Il y avait l'histoire, il y avait le scénario. Mais c'est tout le contenant qui est comme pas là. C'est plate parce que le contenu, il l'avait, là. Il était sa coche, là. Mais moi, j'ai resté comme monstre marin, là. Tu sais, je dirais pas c'est le film à écouter, puis hey, c'est donc ben. Non, c'est pas vrai, là. Tu sais, il y a des films pas mal meilleurs que ça, sauf que si tu tripes Lovecraft, si tu tripes, tu veux voir un monstre marin, si tu veux voir c'est quoi un grand ancien ou de quoi de même, si tu veux t'imprégner, puis surtout si t'es un gamer, pour être autre chose, c'est autre chose. Ça, c'est un fait. C'est ça, c'est un style. Fait que, mais bon. Sinon, dans les films, tu sais, il y en a d'autres, là, mais je veux dire, on se garochera pas à tout énumérer tous les petits monstres que tu vois dans tous les films, là, parce qu'à un moment donné, on n'en sortira pas. Mais je dirais que les meilleurs films de monstres que moi j'ai resté, puis qui vont tout le temps me rester dans la tête, Léviathan,
sérieusement, c'est un... c'est fort. Dans ce temps-là, quand ça a sorti, parce que moi, ça m'avait beaucoup marqué, ce film-là. Pas psychologiquement marqué, là, puis que genre, je dormais plus, c'est pas ça, mais c'est un film que dans ce temps-là, j'avais réécouté une couple de fois, je me souviens. Puis l'autre aussi qui est presque pareil, comme je disais, Deep Star 6, presque le même film, mais avec des petits changements dans le synopsis, dans qu'est-ce qui se passe exactement, mais c'est un peu le même environnement, on va dire. C'est dans la bouteille de vodka. Je pense que ça, c'est dans Léviathan. Léviathan, c'est ça, le gars, il boit le vodka qu'ils ont trouvé dans le sous-marin russe, puis c'est là qui est contaminé par l'agent pathogène. Là. Mais bon. À votre santé. C'est ça. Cheers. Question un jeu. Ouais. Si on lâche les films puis qu'on s'en va question un jeu, tu sais, j'ai fait des recherches puis des gros jeux qui ont des monstres marins là-dedans. J'ai fait. Il n'y a pas tant. Ben, c'est sûr que tu as parlé de Cthulhu en masse. Ouais, mais moi, je parle des jeux vidéo. Ouais. Je parle de jeux vidéo. Okay. Et quand j'arrive dans les jeux vidéo, j'ai fait t'as peu là, je suis comme toi un peu là, ma liste elle s'est écourtée. Jusqu'à temps que j'approfondisse ma recherche un peu puis que je fasse un peu là. Il y a quelque chose d'autre ailleurs. Si je cherche pas dans un jeu dans la marine ou de quoi de même, il y a d'autres choses. Okay. Et effectivement, là ça a popé, puis là j'ai arrêté de, tu sais, j'ai changé ma façon de faire ma recherche, puis j'ai trouvé d'autres affaires. J'ai trouvé j'ai fait une découverte, puis il faut que j'aille la vérifier. J'ai fait une découverte. Il y a un Léviathan dans Destiny 2. OK. J'ai exploré le jeu Destiny 2. Et il y a une planète où ce qu'on va... je pense que c'est la 2e ou 3e planète qu'on se ramasse dans le jeu, qui s'appelle Titan. C'est une lune, mais c'est juste de l'eau. C'est comme une planète un petit peu comme... le nom m'échappe là, mais un petit peu comme la même planète qui font les clones dans... la guerre des clones de Star Wars. Fait que c'est une planète seulement d'eau. Puis sauf que tu fais une mission à un moment donné, tu te ramasses dans c'est comme une genre de station qui est sur l'eau, qui est flottante. Puis à un moment donné, tu te ramasses tellement creux, il y a comme des genres de vitrines puis tout ça, mais quand on se ramasse là, il y a un countdown, puis c'est go, tu fais ta mission, puis c'est digne-toi. Fait qu'il y a un décor autour, mais on s'arrête pas trop au décor parce qu'on saute d'un bord puis on saute de l'autre, puis tire les ennemis ici puis là, puis sauve-toi, puis dépêche-toi, puis ils te mettent un stress. Sauf que, si tu décides, je me fous-tu de la mission, puis je reste là, puis je veux checker ce qu'il y a autour, là, il y a de quoi. Parce que à un moment donné, t'es dans le décor, tu regardes un peu autour de toi, il y a des fenêtres, puis là, tu fais, mais c'est quoi, ça donne quoi? C'est quoi ces fenêtres-là? C'est des lumières, une grosse maudite lumière, mais non, tu te rends compte que c'est des fenêtres jusqu'à temps quand tu vois quelque chose bouger en arrière. Là, il y a un genre de serpent de mer qui s'en vient, qui passe à travers les fenêtres, mais il est immense. Il est vraiment, mais vraiment immense. Puis là, il y a des grosses théories là-dessus. Ça m'amène un peu au monstre qu'il y a eu dans le dernier dans le dernière extension, mais ça amène aussi à d'autres affaires qui ont rapport vraiment loin dans l'histoire de... Tu peux-tu le combattre? Non. Il y a rien que là pour... Non, il y a rien que là pour ça, mais sauf que il y a un raid que tu peux faire qui s'appelle le Léviathan. Mais ça n'a pas rapport avec ce Léviathan-là, mais en tout cas, il y a quelque chose de rattaché à ça. Fait que, tu sais, il y a vraiment une grosse histoire à travers de ça, avec une créature marine, mais c'est rien pour nous teaser, je pense, là-dessus. Mais bon. Sinon, j'ai vu un jeu qui a l'air mauvais, là, mais mauvais. Là. Ça s'appelle Sea Monster. OK. C'est mauvais. OK, on fait un genre de créature préhistorique. Fait que tu nages, puis t'as fait le tour de la map à peu près en 2 minutes, de 2 à 5 minutes, puis faut que tu fasses des petites attaques, tu passes à travers des... Un petit peu comme j'avais parlé du jeu de Superman à un moment donné, là, que je vous avais dit comment c'était pas bon, là. Même principe que ça. Okay. J'ai fini d'en parler. Sinon, dans les Resident Evil, dans le 2, le 4, dans le 2 et le 5, il y a un écœurant de gros alligators dans les égouts. Dans le 4, il y a un monstre qui s'appelle l'Aigle Labo. Del Labo, excusez-moi. Mais tu sais, c'est tous des gros monstres qui ont rapport avec Raccoon City puis des affaires dans même. Tu sais, c'est des monstres en rapport avec Resident Evil. Là. Fait que, c'est pas cool. Là. Il y a Neptune qui est dans Resident Evil Series.
Il y a, tu sais, c'est tous des gros monstres que tu vas te battre puis que tu fais, ok, je peux-tu avoir un break, là. Tu sais, c'est des gros boss puis des affaires de même. Sinon, dans God of War, il y en a quelques-uns des monstres là-dedans, dont l'hydre. L'hydre, que c'est un monstre mythique, là. C'est autant comme dans l'autre God of War 2 qu'il y avait le Kraken. Le Kraken, il est partout. Ouais, c'est ça que je disais tantôt. Tu sais, le Kraken, le monstre mythique, le Kraken, un petit peu comme le même Kraken, parce qu'il y a plusieurs façons de voir un Kraken. Beaucoup de monde voit ça comme un genre de gros pieuvre. Il y a du monde qui voit ça comme un genre de gros calmar. Il y a du monde qui voit ça comme un être humanoïde vraiment immense, ouais, comme le choc des titans. Le choc des titans, ça c'est le Kraken. Ça c'est le Kraken. Du rhum épicé. Aussi. Dans le Pirate des Caraïbes, c'est vraiment comme un genre de calmar. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a plusieurs façons de le voir, le Kraken. Puis, dans Gears of War, il y avait un Léviathan. Puis, c'était immense, là, comme créature. Là, dans le 3 aussi. Je crois que oui. Puis, ensuite de ça, si on y va, ben, dans Call of Cthulhu, on voit Dagon, qui est immense. Le jeu, quand je dis Call of Cthulhu, là, c'est pas le jeu qui va sortir, là, mais le jeu qui est sorti, qui était Call of Cthulhu de Dark Corner of Earth. Okay. Puis on voit Dagon. T'es en bateau, puis il y a Dagon qui te sort d'en face, là. Fait que c'est pas le fun, là. Mais tu meurs ou... Comment? Tu meurs ou... J'imagine. Sur rendu là. Mais bon. Sinon, dans Final Fantasy X, toi, tu pourrais peut-être m'en parler, il y a Sin. Oh non, je peux pas t'en parler. Non, ok, ben non. C'est parce qu'il y a un monstre marin qui s'appelle Sin. C'est une bête, là. Un autre bête. Dans le 7, tu te bats contre une espèce de serpent marin. Ça revient un peu à ça, là. Dans le 8, t'as un Léviathan qui vient se battre pour toi. Ah, bon. Mais c'est ça. Toujours le fun d'avoir un Léviathan de poche. Ben oui. Tout à fait. Même dans le 2, je pense que tu pouvais faire un call, ça s'appelait Léviathan, c'était un sort assez fort rendu à la fin, là, mais ça faisait 9 comme dégâts. Mais quand tu faisais 9 comme dégâts, là tu torchais. Oui. Là t'es à côté d'embarrure, tu peux pas aller plus loin. Non, tu peux pas aller plus loin. Le compteur est à côté. Ok, sinon dans les jeux RPG, genre Donjons & Dragons, des affaires comme ça, c'est clair que tu sais, t'as les Kraken encore, t'as les Léviathans encore, les genres de dragons, des affaires de même dans l'eau. Tu sais, il y a un paquet d'affaires dont la créature mythique, et c'est pas une créature mythique que j'ai vu ben dans des livres, mais à part un livre, je sais qu'il en a parlé, je me souviens juste pas c'est quel, peut-être que toi tu vas être capable de me le dire, une tortue géante qui transporte une île sur son dos. C'est dans une trilogie, là. C'est une île paradisiaque, mais c'est une tortue géante. OK. Fait que c'est une île paradisiaque que les marins essaient de trouver pis tout ça, mais c'est une tortue. Fait que c'est pour ça qu'ils sont pas capables de trouver. Elle n'est pas la même coordonnée tout le temps. Ouais. Puis elle menait à disparaître, puis elle menait à réapparaître. Je m'en souviens plus, là, j'ai pas le nom. Mais tu sais de quoi je parle, ouais. là. Mais il y a des gens qui croient vraiment qu'on est sur une tortue. Ben oui. Bon, mais comme Simbad, la légende des 7 mers, on la voit cette tortue-là. Je me souviens plus c'est quoi le nom de l'auteur, mais c'est une trilogie. Puis oui, il me semble que j'ai vu ça passer d'ailleurs sur un article qui riait un peu de des gens qui croient à ça, comme la Terre est plate. Là. Ouais. Hey, c'est vrai, j'ai sauté 2 jeux que dans les jeux vidéo. Il y a Subnautica, que là tu fais une genre d'exploration sous-marine en plongeur ou en sous-marin ou de quoi de même. Puis il y a des monstres que tu découvres, des affaires comme ça. Puis là, tu vas voir, c'est bien plus un jeu d'exploration, ça, que tu te bats pas contre ces monstres-là, vraiment, là, pis tout ça. Sinon, il y a un pas pire petit jeu, si vous aimez les jeux de plateforme qui fluide, avec des beaux graphiques, tout ça, un peu dans le style Metroid ou Castlevania, d'affaires de même, un peu dans le style 2, là. Ça s'appelle Song of the Deep. C'est sorti le 12 juillet 2016. Puis je me trompe pas, je pense que c'est GameStop est en arrière de ça. C'est Insomniac qui le fait, là, mais c'est GameStop qui est en arrière de ça, de cas comme ça. C'était un petit jeu genre indie là, qui est sorti dans le temps, puis que il était pas cher le jeu. Je pense qu'il faisait une grosse promotion pour justement aider la gang qui sortait. Puis pour vrai, ils ont fait un pas pire petit jeu, puis là-dedans, il y en a des monstres marins là, à tour de bras. Là. Mais c'est un jeu où c'est que tu te promènes dans un petit sous-marin. T'équipes ton petit sous-marin ici puis là, puis une fois de temps en temps, il faut que tu sortes
du sous-marin, fait que tu sors avec tes palmes puis tes affaires, fait que tu vas faire des places que c'est que ton sous-marin peut pas passer, qu'il y a un petit peu de puzzle, des affaires comme ça, ça a l'air assez le fun. Puis honnêtement, dans ce site, si tu le prends en pré-joué, il est comme 7$ chez eBay Game. OK, bon. Tu sais, fait que flambant neuf, il est parti pas cher le jeu, puis il est rendu très pas cher. Je l'ai, ton nom, c'est Terry Pratchett. Les Annales du Disque Monde. C'est pas une trilogie. OK. C'est 41 volumes. Oh! D'ailleurs, Terry Pratchett... C'est une 41 logies. il écrit beaucoup sur des longues périodes. OK, bon. Mais ça vient à l'origine de... Mais c'est plus loin que ça. C'est parce que ça vient vraiment de l'Indie. Il y a des Indiens qui... en Inde, il y avait c'est amérindien. Je sais que pas amérindien, vraiment indien. Il y avait vraiment un truc là-dessus. C'est vieux, ça, de penser mais ça. Les Amérindiens aussi, il y avait cette légende-là, une histoire de... Écoute, les Indiens, tortue. c'est cool parce que le monde est sur des éléphants qui sont sur une tortue. OK. C'est vraiment super. Parce qu'on sait que les éléphants en Inde sont comme des animaux sacrés. Pourquoi pas? Mais écoute, faut pas qu'il ait envie de faire pipi, hein, l'éléphant. Non. Peut-être. Parce que, non, mais c'est que la tortue, ça y prend du temps à se rendre aux toilettes aussi. Sinon, si on continue dans le style de Donjon Dragon, on va faire comme ça. Le jeu, c'est bien entendu, faut que je parle de Call of Cthulhu. Il y a plusieurs éditions. Nous, ce qu'on joue, on joue à la 6e édition. Il y a Trail of Cthulhu qui est sorti, qui est une très belle... Delta Green. Ouais, Delta Green qui avait fait ça là. Mais c'est quoi le nom de la nouvelle édition qui est sortie? Parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont sortis de la nouvelle édition de Cthulhu. Puis qui est vraiment... Le système il est vraiment top. Mais nous autres, on a resté à la old school. Là, on joue à la 6e édition. Là. Mais il y a Cthulhu Tech aussi qui est sorti. Fait que là, c'est là que Cthulhu s'est réveillé. Et il y a de la technologie aussi qui s'est réveillée avec ça. Puis il y a vraiment des cultes qui ont parti. Puis là, le monde, ils ont besoin, pour aller se battre contre les créatures marines, ils ont besoin de genre de power armor pour aller se battre contre ça. Fait qu'il y a autant des méga corporations qui ont décidé qu'on se lève contre ça. Puis on va vous donner la technologie pour vous battre contre ça. Puis du monde qui ont fait, OK, nous autres, on est un culte, puis on les adore. Fait que, tu sais, le style 2. Des monstres qu'on retrouve là-dedans, il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de monstres, là. C'est, dans les jeux de rôle, là, dans Donjon, là, tu peux en avoir, mais... Bon, les poissons géants... écoute, là, rendu là, c'est pour ça que je fais pas la... Tarasque, es-tu dans l'eau, la Tarasque? Je crois pas. Il me semble que la Tarasque remplace une montagne, puis il arrive de quoi, puis la Tarasque se lève, là... Même le Tarasque, c'est le même principe que dans Final Fantasy XIV, la tortue à qui tu fais la peau, là, c'est une montagne. Là. C'est le même principe que ça, un peu la Tarasque, un peu plus gros un peu. Fait que, c'est très, 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 très fort. Mais quand je te parle de la tortue dans Final Fantasy XIV, tu sais de quelle tortue que je parle, là? Il y a une genre de montagne. Faut que tu parles de ça avec mon fiston plus que non, moi. je pensais que tu l'avais un peu plus suivi, le 14, mais bon. Sinon, en GN, on a un GN de la région qui s'appelle Kraken. Ben oui. Puis, c'est ça. Tu chasses le Kraken au moins une fois par année. Ah ouais, sauf que j'aime pas ça, voir des Kraken. Puis c'est pas tant des créatures qui viennent de l'eau. Mais oui et non. Je dis que c'est pas tant oui, mais oui. C'est des créatures qui viennent, tu sais, c'est comme un puits, on appelle ça un lac d'abysse. Ben c'est ça. Sauf que c'est pas des créatures comme on connaît un Kraken, genre de pieuvre ou c'est pas ça, c'est une créature qui se rapporte pas du tout à ça. C'est une créature qui va arriver avec un péché, puis genre la haine, des affaires comme ça là, puis qui va se servir de ça pour nous terrasser. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Sinon, l'autre créature que je peux rapporter qui vient des GN, mon dieu à Bicoline, qui s'appelle Noiseok, que c'est le dieu poulpe. C'est comme c'est le Kraken, c'est même quand nous autres on l'appelle là. C'est vraiment une créature immense qui fait des ronds de marée, puis les grands prêtres de Noiseok peuvent décider de OK, tu me fais chier, tes terres qui sont en bordure de tel océan ou de quoi de même, ils sont engloutis, puis tu sais, on peut s'en servir comme ça, puis bon, fait que dans le fond je suis à tendance Deep One présentement dans ce GN là, parce que je peux maintenant respirer dans l'eau.
Mais ça, c'est dans le virtuel. Hein? En vrai, j'ai essayé, puis après... Ça marche pas encore. Après 2 gorgées, j'ai arrêté. Non, mais c'est ça. Fait que dans le fond, dans toutes les GN, il y a tout le temps quelque chose qui a rapport à ça. Puis surtout, si on se ramasse avec un côté virtuel à ça, c'est vraiment facile. Parce que, tu sais, on se ramasse dans avec du monde que... moi, je m'en vais en bateau de telle place à telle place. Ah, t'as peu, là. T'as-tu pensé aux monstres marins? Des monstres marins, tu me niaises, il va arriver des pirates. Non. Il y a un monstre marin à telle place. Puis bon. Fait que, tu sais, justement, à Kraken, sur le jeu virtuel, on est en train de travailler, justement, pour... maintenant, on parle de ça. Comment est-ce qu'on fait pour faire de l'exploration et tout ça? Parce que j'ai vu des gens en GN, j'ai vu des gens qui m'ont parlé qu'il y avait des monstres marins puis des affaires de même. Ça s'appelle pas des Kraken dans ce monde-là. Mais... des serpents de mer pis des affaires comme ça, il y en a. Puis c'est quoi tu penses qu'ils font à ton bateau, mais qui pognent de quoi, les autres c'est une proie là, pour eux autres. Fait que ils vont te le défaire. Fait que on est en train de trouver des façons de pouvoir faire avancer l'exploration pis tout ça. Puis à cause des monstres marins encore là, ben on arrache un peu. Fait que mais c'est un peu le tour que ça fait pour les monstres parce que je veux dire, c'est comme je dis tantôt, je peux bien me garrocher à tout vous les sortir, mais je ferai pas une nomenclature rien pour vous en nommer. Hein, des monstres, il y en a là. Puis mais dans les jeux vidéo, si vous voulez avoir de quoi, je pense que Song of the Deep, c'est quand même de quoi de pas pire. C'est pas un jeu qui coûte cher. Puis vous allez avoir du plaisir, je pense bien. OK. Si les crinqués qui nous écoutent ont des idées de monstres marins qu'on n'a pas parlé, gardez. Garochez-nous ça. Envoyez-nous ça par la page Facebook. On va tellement s'en sacrer. C'est pas ça. Non, mais ça, si on en a trop, on fera un niveau 2. Ben non, mais c'est ça. Mais je veux dire, il y a peut-être des affaires aussi quelque part qu'on n'a pas pensé. C'est vrai. Mais c'est sûr. Mais je pense qu'on a pogné les classiques à date. Là. On a parlé beaucoup de Lovecraft. Oui. Ouais, mais c'est parce que c'est dur de passer à côté. Si tu me poses la question, mon cher The Animator, est-ce que Tolkien et Howard, qui sont les 2 autres piliers, ont utilisé les monstres marins? Ben, je te répondrai que pas beaucoup. Ah non? Conan a effectivement liquidé quelques serpents de mer dans son existence. Tolkien, par contre, à part le Watcher, en avant des mines de la Moria, il n'a pas utilisé beaucoup le côté marin parce que tout l'océan est protégé par un dieu Humo. Puis il n'y a rien, il n'y a pas personne qui peut aller le terrasser ou l'écœurer sur dans l'océan. Fait que c'est un lieu un peu paisible, l'océan, pour Tolkien. Fait que non, il n'y avait pas réellement de monstres, à part le Watcher. OK. Puis Edgar Allan Poe, lui, a jamais... Non. Pas ma connaissance. Ben, il y a dans son aventure, comment que ça s'appelle? Oh, blanc de mémoire, parce qu'il a écrit un long roman d'aventure où ce que son héros se promène sur la mer. Je dois le retrouver. Mais c'est excessivement loin dans mon esprit. Si on parle de ça, c'est sûr que 20 milieux sous les mers. Ah non, oui, je le m'allume. Ah, ben, parle là-dessus. Ben ouais, commence là. Regarde, mon Samalume, c'était ça. C'est là qu'on est rendu. Mon Samalume, c'était... J'en ai pas parlé tantôt, puis là, j'entendais des gens qui me disaient, là, tu peux pas faire ça. Je pense que 20 milieux sous les mers, c'est possiblement le plus grand roman d'aventure sous-marine. Avec le Capitaine Nemo, le Nautilus, les calmars géants. Je veux dire, il peut pas avoir plus grandes aventures marines. À une époque où ça n'existait pas du tout. Écoute, j'attendais jusqu'à la fin, j'ai dit il va en parler. Ben non. C'est ça, je voulais vraiment comme en faire un de mes Samalumes parce que je pense que Jules Verne a fait rêver pratiquement tous les enfants du monde. Et il fait encore rêver tous les enfants du monde parce que ses histoires sont reprises, sont adaptées en cinéma, en BD, c'est parce que son style d'écriture est intemporel. Il était capable de faire n'importe quoi en partant, mais c'est quelqu'un qui avait une imagination extrêmement fertile. Et oui, effectivement, à une époque où ça n'existait pas, la technologie, les sous-marins, tout ça. C'est ça, ben technologiquement, aujourd'hui, ça se peut. Mais partir à l'aventure comme ça se fait pas encore aujourd'hui. Non, c'était... mais c'est bien plate. Oui, c'est plate. C'est Sequest. C'est sur quoi tu penses que c'est basé? Majoritairement de Jules Verne. Alors, oui, je le gardais pour Ça m'allume parce que c'était comme un peu le summum de ma pyramide. Là. Je veux dire, pour moi, les 20 milieux sous les mers, là, ça a marqué ma vie là, comme roman. Là, je veux dire, c'est extraordinaire. Là, je dirais. En tout cas, ça conclut bien la portion monstre marin du podcast. Là. Et puis il y a des calmars géants à l'intérieur de ça. Puis il y a plein de trucs là, dans l'adaptation, sans vouloir faire du pouce, l'adaptation qu'ils ont faite au cœur de l'océan. Moby Dick.
Oui. Ça change. C'est pas le même Moby Dick qu'on voit dans le vieux film de 1970. Non, mais on voit vraiment l'auteur. C'est l'histoire sur laquelle il s'est basé pour écrire Moby Dick. C'est ça. C'est très très bon. C'est avec le même acteur qui fait Thor. Mais quand on le voit le cachalot à un moment donné qui sort, là, puis qu'il est intense, hein? On voit la queue, là, puis à un moment donné, on fait OK, c'est beau, ils sont morts là. Ouais, puis quand il coule le bateau, là. Ah, regarde. Ouais. Mais bon. C'est vrai que c'était une très belle adaptation. Ouais. Exactement. Alors, ça, c'était mon premier, ça m'allume. Mais je pense que, en tout cas, je parle pour moi, mais Moby Dick, c'est le monstre marin. C'est un must, ça aussi. Avec Jaws, je pense que côté littéraire. Mais Jaws, c'est quand même une variation de Moby Dick, là. Ben oui, c'est sûr. Je pense que la majorité des monstres marins dans la littérature après 1800, après que le roman a été écrit, c'est toute une déviation de tout ça. Parce que je dis, regarde, Charnado peut-être, là, parce que je veux dire, les deux là, dans Jaws, là, ils partent vraiment là, pour aller tuer. Là, ils vont au maximum de leur capacité. Et ça devient personnel des deux bords. Exactement comme Moby Dick. Et j'ai un dernier, ça m'allume, et un ça m'éteint. En même temps, l'adaptation d'Alice, le roman de Patrick Sénégal en BD, c'est pour moi un événement majeur au niveau de la BD québécoise. Je pense qu'il y a à l'intérieur de tout ça une bombe atomique au niveau de la littérature BD au Québec. Ça va frapper fort. On parle d'un roman graphique de 200 romans graphiques. Oui. Une BD. Mais j'ai entendu Jake Dion l'expliquer. Oui, mais ça reste que c'est une BD. Que ça reste, que c'est une BD, mais pour adultes. Ouais, mais en tout cas, je veux dire, ou plus mûr, mature. Lâche-moi, c'est une BD, c'est une BD. Ouais, je sais, mais bref. Ça vient des années 60, ce terme-là. Moi, on voulait différencier ça du comic. Du comic, puis de la BD un peu plus enfantin, là, comme Astérix, tout ça. Là. Mais quand on parle de 200 pages, on parle de roman trash. C'est vraiment l'adaptation de Alice. 200 pages, t'es quasiment rendu au pouce d'épais. C'est vraiment intense. Là. Écoute, le roman de Patrick Sénégal d'Alice, là, c'est trash. C'est hard. Sexuellement explicite. Extrêmement violent. C'est dérangeant. C'est troublant. Il va loin. Il va vraiment à des niveaux là, extraordinaires. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir adapter ça. Parce qu'il y a des scènes excessivement crues à l'intérieur de ça, mais connaissant Patrick et connaissant Jake, je pense qu'il va arriver quelque chose. Je pense que c'est un beau projet. Faut pas qu'ils censurent. Non, ils n'ont pas le choix, mais il faut là qu'ils avertissent. Tant qu'à moi, pour les lecteurs, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire. Et c'est mon samétain. Je comprends pas que Patrick Sénégal, qui est un auteur top au Québec, et c'est pas contre la maison d'édition, c'est pas contre M. Dion, c'est pas contre M. Sénégal, mais je comprends pas comment ça se fait qu'on est obligé de passer par un socio-financement pour éditer un roman comme ça. Normalement, ça devrait... Comme s'il n'avait pas fait ses preuves. C'est ça aurait dû automatiquement avoir son financement. Je comprends pas comment ça fait qu'il n'y a pas une maison d'édition nulle part qui n'a pas dit « Hey, ce projet-là, c'est de la bombe. Moi, le gars, je vous donne 100 000, faites-les tout de suite. Je crois en ce projet-là. » Puis ils sont obligés de passer par le socio-financement. Ça va probablement fonctionner. Puis c'est peut-être qu'aussi qu'il veut avoir une plus large latitude, là, je sais pas. Mais j'arrive pas à comprendre des fois des mouvements parce que je vois des BD qui se font éditer puis qui n'ont pas le même niveau, le même potentiel à mon avis là, que ça. Mais c'était mon gros samalume, c'était ça. Puis c'était mon samétain aussi parce que je trouve ça un petit peu ridicule là, de... Ouais, mais moi, je suis partisan du arranger avec le gars des vues. Okay? Ah, peut-être. Mais ça, moi, c'est moi. Okay? Je vois des conspirations partout. Explique-moi. Je me demande jusqu'à quel point c'est pas une pub pour l'organisme de sociofinancement. Ah, peut-être. Peut-être aussi. Dans le sens que, regarde, on vous prend comme projet, là, parce que ça va nous faire de la pub, puis que ça marche pas. On vous donne l'argent. Parlez-en bien, parlez-en mal. C'est ça. Mais parce que je suis d'accord avec toi, Marc, une maison d'édition aurait dû se pitcher là-dessus. Puis même à ça, aurait dû demander à toutes les adapter les romans de Sénégal. Sénégal. OK? Mais
Moi, je pense qu'à quelque part, il y a un coup de pub Peut-être. qu'on connaît peut-être pas. Regarde, c'est peut-être la personne à la tête du socio-financement est peut-être chum avec Jake Dion. Là, je dis n'importe quoi. Là. Ça se peut aussi. Non, mais ça se peut aussi. Mais bref, c'est un beau projet. Oui. C'est un projet qui va... ça va fonctionner. Ça va fonctionner parce que c'est un auteur extraordinaire, mais c'est sûr que ça va fonctionner dans un public limité. Oui. Tu sais, c'est le genre de roman que je vais me poser des sérieuses questions. Non, c'est pas vrai. Je vais l'acheter de la bibliothèque. Puis le monde qui le lit, puis s'ils viennent me voir, puis qui dit « Oh mon Dieu, je suis traumatisé. » Ben, je vais leur dire... Ouais, mais là, regarde, c'est pas une bibliothèque d'école secondaire. Reviens à toi, tu iras écouter Westworld, tu m'en reparleras. Exactement. On revient à toi. Puis dernier, ça m'allume, tout petit, ça m'allume, The Rock. Écoute, j'ai écouté Rampage. OK. J'ai pas vu. Et ce gars-là, là... Tu peux pas l'haïr. Exactement. OK. Je veux dire, c'est comme un meilleur ami. C'est comme un gros doudou. Il est tellement fin. Il a tellement l'air gentil. Il peut faire n'importe quoi. Il peut même faire Doom. Puis il va rester quand même... Puis on va lui pardonner, c'est ça qu'il veut dire. Exactement ça. Je suis pas capable d'haïr ce gars-là. Non, c'est vrai. Ce que j'avais à dire. Non, mais c'est parce que c'est son côté tellement social. Parce qu'il est humain. Il y a un côté comme il n'y a pas de... Il y a comme pas de filtre. J'ai l'impression de ce qu'on voit, c'est lui réellement, puis il est comme ça, puis il a l'air fin. J'espère que c'est ça, parce que ce qu'il montre, c'est beau ce qu'il montre. Mais bref, je voulais rien dire ça. Je suis pas capable d'haïr... En passant, le film, c'est pas extraordinaire, là. Mais c'est The Rock. Non, c'est bon. C'est ça. Je vais essayer de le voir en fin de semaine. Ils démolissent tout. Je vais essayer de le voir en fin de semaine. Pour moi, c'est ça. OK. Il ferait une pub de Ouija, puis il jouerait au Ouija. OK. Hey. On va le mettre au défi. Hey, moi, je te dis, j'appelle Dwayne Johnson. C'est ça. On va acheter de Rock Ouija. Moi, mon ça m'allume, c'est un jeu vidéo. OK? Bande-annonce gameplay, mais plus ou moins gameplay, du jeu Death Stranding. Oui. OK? Fait par Hideo Kojima, responsable, entre autres, surtout de Metal Gear Solid. Ce jeu-là, bon, on m'a dit que le gameplay disait à peu près rien, là. Ça montre que le gars, il est capable de marcher pour aller dans le bois, là. Mais le gars en question, c'est Norman Reedus, qui est dans Walking Dead. Tout à fait. Et c'est vraiment lui, là. Oui, puis ils ont fait de la capture d'image. Ah, puis ils ont engagé l'acteur. Oui. Okay. Puis on est proche de la qualité cinéma, là. Pas loin, ouais. Il y a aussi Léa Seydoux, que j'haïs pas pantoute, mais par bout, elle a fait plus jeux vidéo. Ouais. Je trouve qu'on l'a un peu moins bien Léa réussi. Seydoux, tu peux-tu me rappeler où est-ce qu'on l'a vu? Je pense qu'elle fait une méchante dans un Mission Impossible à un moment donné. Elle est une Bond girl aussi. OK. Aux côtés de Daniel Craig. OK. Parce que je me souvenais d'avoir vu son nom quelque part, puis quand on voit l'image de synthèse, je faisais on Colin, puis là tu parles d'une Bond girl, puis je fais ouais. C'est ça, mais vers la fin de cette bande-annonce-là, qui dure à peu près 8 minutes, là, c'est vraiment rendu à la 7e minute à peu près, apparaît dans toute sa splendeur Lindsay Wagner, la femme bionique. Mais comme si elle avait encore l'âge de la femme bionique, là. Okay? Ils l'ont rajeuni. Exactement. Il n'y a rien que l'infographie fait pas. Là. On la voit se retourner, là, et mon cœur palpite. Okay? Je revois la femme bionique, puis je l'expliquais sur Facebook. C'est vraiment le premier t-shirt avec quelqu'un dessus que j'ai eu dans ma vie, c'était elle. Okay? Un étampe ballon sur un t-shirt jaune-orange. Là. Non, c'est magnifique. Mads Mikkelsen aussi est dans le jeu. Gros casting. Oui, il y a un très gros casting, ce jeu-là. Puis il est attendu beaucoup en passant. Fait qu'il y a besoin de pas se péter à gueule. C'est ça, parce que la vidéo, même si elle est longue, elle dit pas grand-chose. Non. Pour ce qui est du gameplay, là, c'est ça, c'est plus de la cinématique que du gameplay. Et mon samétain, j'espère me tromper, c'est les spin-offs. J'ai l'impression que c'est ce qui va faire péter à Balloon Geek. OK? Là, on fait des spin-offs là, de n'importe quoi. OK? Cette semaine, 2 annonces, un possible spin-off sur Silk. OK? Qui est comme un Spider-Man féminin. Là. OK, ça vient vraiment de l'univers de Spider-Man, le personnage de Silk, et un spin-off sur Morbius. Ouais, mais ça, moi, ça m'intéresse. Ben,
je dis pas que ça sera pas bon. OK? Silk, ça peut être bon. Morbius, ça peut être bon. Mais ça ne remplira pas les salles. Non, c'est sûr que Morbius... Ça s'adresse à un public restreint. Et qu'est-ce qui va arriver? Ils vont dire, ben c'est ça, on adapte des personnages de bande dessinée, ça pogne plus. Ah, mais un peu, là, ça pogne plus. Là. Adapter ceux qui pognent. Ben, et faites-le comme il faut aussi. Ben, hein. c'est ça. Mais j'ai... Moi, Morbius, il a pogné beaucoup en BD. Ben, peut-être. En comique. C'est ça que moi, je te dis. Là, j'espère me tromper. Là. En animé, moi. Que je me souviens de Morbius. Oh, OK. Ouais. Mais moi, regarde, je me le rappelle dans Spider-Man des années 70, il a l'air d'un vampire disco. Mais c'est plus ça aujourd'hui, j'en doute pas. Mais il y a dit que trop, c'est comme passé, qu'alors peut-être que mais est rendu là à trop. Là. Into the Spider-Verse, puis Silk, puis Spider-Gwen, puis... C'est passé maintenant, là. Ben... C'est ça. J'ai l'impression, tant qu'à ça, faites un bon Justice League, là. OK. Tu t'en demandes beaucoup, là. J'en demande peut-être pas mal, mais regardez, je peux peut-être me tromper, puis... Moi, c'est mon samétain. Je vais rajouter quelque chose dans ton samétain, parce que ça a un rapport avec ça, là. Puis je vais rester calme, là, puis relax, là. Mais le fanboy de Star Wars, là, sont présentement en train de faire une genre de campagne pour refaire un remake là, de The Last Jedi et qui font un genre de campagne de boycottage là, de Han Solo puis de tous les autres films là. Get a life. Merci. Ben, c'est tout ce que j'avais. Bon. Ça revient à ce que je dis toujours, tu n'aimes pas, ben vas-y, passe à autre chose. Ah ouais. C'est tout. C'est ça. Ouais. Pas compliqué. Je veux dire, Martin, il n'aime pas Sharknado, il a passé à autre chose. C'est ça. Il n'a pas aimé Tolkien, Lord of the Rings, il a passé à autre chose. C'est tout. Ah ouais. Est-ce qu'il a passé une pétition parce que c'était pas bon? Il va faire un remake parce qu'il n'a pas aimé ça. Bon, hey, c'est ça. Il faut être prétentieux. Mais si on lui faisait un hyper mauvais Planète des Singes, il serait peut-être pas content. Ah, il serait pas content. T'as le droit de pas être content. Mais à un moment donné, t'arrêtes de pas être content puis tu passes à autre chose. Get a life. C'est ça. Oui, tu vas écouter Bob l'éponge. Va écouter Bob l'éponge. Tu vas écouter Bob l'éponge avec la moustache. C'est la réponse à tout. Ça, on est des hommes. Ça et Mr. Bean. Non. Ouais. Mr. Bean, ça règle tout le problème. La dinde sur la tête. Exactement. Écoute, si ça te fait pas rire, c'est parce que t'es mort en dedans. C'est ça. Les petits pretzels faits à partir de bouts de branches trempés dans le chocolat. Moi, bien quand il va au restaurant puis qu'il mange du tartare puis qu'il sait pas lui mettre, qu'il le met en dessous en dessous du cendrier. Je dois être mort parce que moi, Mr. Bean, il m'énerve, fait pas pire. Sur la plage quand il met son costume. Oui, devant un aveugle. Bon. Non. Ok, c'est beau. Ça m'allume, ça m'éteint. Red the Gamer. Ça m'éteint. Luke Cage, saison 2. OK. J'ai 2 épisodes d'écouter, là. Moi, j'en ai un. Puis, ça fait 5 jours, j'en ai un d'écouter, puis je suis pas encore motivé pour écouter le deuxième. Okay. J'ai l'impression qu'il faut que je me force, là. OK, moi, je pensais que c'était meilleur que c'était mieux que la première. Nous disent toutes les critiques, mais, mais c'est parce que moi, les critiques, là, tu sais qu'est-ce que j'en pense. Ouais. Bon, c'est des gens comme nous autres qui ont une idée, puis bien souvent, ils ont une idée préconçue ou ils ont été payés pour donner leurs idées. Ceci dit, je vais arrêter là pour mon respect des critiques. Ouais, ça, c'est parce qu'on t'a pompé avec Mr. Bean, là. Non, pas tant. OK. Non, j'ai une idée des critiques que ça a arrêté. Bon. Mais bon, tant qu'à moi, pour être critique, ça te prend un esprit critique, justement, pas un esprit arrêté. Bon, c'est ça. Faut que ça te prenne un esprit ouvert. Ouais. Ceci dit, j'ai de la misère à rembarquer. J'ai l'impression qu'on voit plus... C'est même pas une histoire de Luke Cage, c'est une histoire politique avec la mairesse qui essaie d'en revenir droite, avec Face qui est à côté, que là, il est en amour. Lâchez-moi. Je veux une histoire avec Luke Cage, si bol. Je peux-tu avoir un... Ça s'appelle Luke Cage. Ouais. Ça se peut-tu qu'à un moment donné, il se pose avoir un super-héros quelque part là-dedans, puis là... On commence avec Misty qui a perdu son bras, puis que là, elle est en thérapie, puis qu'elle va donc bien, elle veut donc bien retourner comme il faut dans la police. Puis qu'elle si bol, lâchez-moi, je veux un film avec un super-héros. Pas un film, mais une série avec un super-héros. Mais c'est ok, je suis du pour une thérapie. Non, j'ai pas accroché sur le premier épisode. Ben, moi, j'ai écouté le 2 aussi. Habituellement, là, quand j'accroche pas, là, j'ai écouté le premier épisode de la deuxième saison de Westworld aussi. OK. J'ai écouté aussi le deuxième épisode de la saison de Westworld, puis de 2, puis j'ai de la misère ça aussi. Mais bon, je suis pas dessus, je vais me donner une autre chance pour ça là. Ah, je vais l'écouter. Toi aussi, tu vas l'écouter. Je suis sûr que tu vas l'écouter au complet. Mais Luke Cage, genre? Oui. Mais Luke Cage, genre?
je pense que ça se peut que ça prenne le même bord que Jessica Jones. OK. Jessica Jones, je l'ai pas fini encore, puis ça me tente pas. J'étais écœuré. J'ai l'impression qu'il se passe pendant que tu fais la fuck all. Mais c'est parce que quand je fais la vaisselle, je m'organise pour rien casser, fait que je check ce que je fais. Mais bon, ceci dit, une très grosse déception pour Luke Cage. J'ai hâte. Date. Ben oui, à date. J'ai hâte à Black Lightning. J'ai hâte que Black Lightning continue. Là, il se passe de quoi? Là, t'as une série de super-héros. Alors là, je l'ai dit, puis je vais la redire encore. DC, question série, ils sont sa coche. Question film, ils ont des croûtes à manger, c'est un méchant temps. Marvel, question film, ils sont sa grosse coche. Question série, vierges qui sont pas là. Mais bon. Fait que à part Daredevil puis Punisher là, mais les autres là, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont pas le même budget ou je sais pas, ils ont pris des décisions créatives différentes. Qui te plaît pas. Mais merci. Bon, ça m'allume. Oui, Bob l'éponge. Non, ça m'allume Predator. La bande-annonce de Predator. Oui, hein? T'as regardé une bande-annonce? Ben oui, j'ai le droit une fois. OK. Ah ben c'est Predator. Ah, C'est ok. spécial. Mais pour vrai, j'ai aimé que c'est où ce que ça s'en va, puis ouais. Ouais, il y a hâte d'en avoir un super Predator. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir ça Oui, aussi. il a l'air intense. J'espère qu'ils ne feront pas trop. Qu'ils mettront pas trop l'emphase sur ça. On est habitué à un prédateur. Ok, changez pas trop la sauce non plus. Mais là, moi, j'ai hâte de savoir aussi dans le timeline où ce que ça se passe. Est-ce que ça prend en considération les aliens versus Predator? Je le sais pas. Ou c'est-tu après le deuxième Predator? J'espère qu'ils vont expliquer ou ça n'a vraiment pas rapport. J'ai l'impression que c'est après le deuxième. OK. C'est ce que je crois. Puis ça n'aurait pas de conséquences avec les aliens versus Je Predator crois pas. pour le moment. Là, Je crois pas. qui ont été un peu tassés de côté. Là. Sinon, l'annonce de la saison 6 de Brooklyn Nine-Nine. Mm-hmm. Ça, j'ai vraiment beaucoup hâte. Quel réseau l'a pris finalement? Ben, je pense que c'est Netflix. Je crois. Je pense que Netflix a sauvé ça, puis il a sauvé The Expanse aussi. Ouais, parce que Netflix, en passant, quand il y a eu cette annonce-là, je dis ça comme ça, là, mais en tout cas, quand il y a eu cette annonce-là, la saison 5 de Brooklyn Nine-Nine était seulement en anglais. Ça te prend les droits là, pour la mettre multilingue, là, pis tout ça, là. Puis il avait seulement en anglais la saison 5. J'ai commencé à l'écouter en anglais, puis à un moment donné, j'étais en train d'écouter l'émission, puis j'arrête ça. La journée d'après, j'entends parler de l'histoire de l'annonce, tout ça. Je continue à écouter Brooklyn. À un moment donné, je me rends compte, mais non, c'est en français. Je l'écoutais en français parce que là, on avait les droits. Ben, j'imagine que c'est ça. Fait que je crois que c'est Netflix. Mais ça, je sais pas. Mais de toute façon, tu vas l'écouter pareil, peu importe c'est où, là. Ouais, non, oui, je vais l'écouter pareil, là. Mais ça serait le fun que ce soit Netflix qui l'ait ramassé. Puis, je veux dire, je pensais pas d'accrocher comme ça cette série-là. Mais mon Dieu, que c'est mongol. Ça. Tu sais, tu parles de Bob l'éponge là, pour relaxer. Là. Ben, Brooklyn Nine-Nine, là. Moi, pour vrai, là, Charles Boyle, il me fait déconnecter. Il me fait du bien, ce gars-là. C'est niaiseux, mais. Non, j'en ai une ici qui aime ce genre de série-là, là, les Trailer Park Boys, puis c'était affaires. C'est ça. The Office. C'est toutes des séries que tu fais. Ah, ben, écoute, il est pire que moi. Mais bon, c'est pas mal, mais ça m'allume dans ce temps-ci. Ben, il y en a d'autres, là, mais dans ce temps-ci, c'est ça. Bon, ben, si on résume les monstres marins, Jules Verne, puis Bob l'éponge, on a tout. Puis Ponic. Et Ponic, et Cthulhu. On a fait pas mal le tour de l'océan au grand complet. Encore une fois, c'était le niveau 1. Oui, il y a moyen de faire... on pourrait faire de l'extension là-dessus. Là. Absolument. Mais, grâce à Red the Gamer, le prochain épisode, au lieu d'être sous l'eau, on va être sur le dessus. Ouais, c'est ça. C'était ton idée, c'était ta suggestion. Ben oui. Podcast numéro 53, les pirates. Ben, la piraterie. Ben, les pirates de n'importe quoi. J'ai dit sur le dessus de la mer, mais... Ça peut être dans le cyberspace. Ça peut être derrière un clavier. Ça peut être dans l'espace. Ouais. OK. Ça peut être dans les mers somaliennes. OK. Ça peut être dans le désert. OK. Ouais, pourquoi pas? Ben oui, il y en a. Effectivement. Tout à fait.
Moi, je suis déjà tout mêlé, puis j'ai même pas commencé. Okay, on va faire un piraterie niveau 1 d'abord. Ça va probablement être ça, parce que je pense à notre ami visionneur aussi. Là. Qui va nous parler de Hacker avec Angelina Jolie. Oh boy! Ouf! Ça, je pense que c'est un film qui a mal vieilli, ça. Peut-être. Ouf! Oui. Moi, je pense que ça a mal vieilli. Mais dans le temps, c'était bon. Hey, on se garde ça pour le podcast. Ouais. De net. Parce que c'est avec aussi celui qui fait Sick Boy. Le nouveau Sherlock Holmes, là. Élémentaire. Ouais, ben c'est Sick Boy aussi dans Ferrovipath. Oui, exactement. Mais je me souviens pas comment il s'appelle, là. Bref. Ça va être sur les pirates. Oui. Aïe, 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 moussaillon, à l'abordage. On se retrouve bientôt dans un autre podcast des Crinqués.